Bienvenue à tous. Alors, on va parler de. Je m'appelle Fabrice Menlo, pardon. Je vais peut-être commencer par juste quelques mots d'introduction pour me situer. Donc, moi, je suis le dirigeant d'une société qui s'appelle Crop Co, voilà, qui est un acteur dans le monde de la transformation des organisations achats. Et j'ai le grand plaisir de faire ce métier depuis quelques années. Surtout, j'ai le plaisir de faire avec des gens formidables, dont Jérémy, que vous allez voir ce matin. Donc, on prend beaucoup de plaisir ensemble et puis avec nos clients, voilà, à essayer de transformer ces organisations achats dans les univers publics et privés. Et dans le cadre de ces activités, on a également développé, et on en parle beaucoup ces derniers temps, une plateforme digitale qui s'appelle Ocaveo et qui sert à piloter les organisations achats et à vous aider à mieux faire votre métier. Voilà. Alors aujourd'hui, on a décidé d'organiser ce webinaire pour évoquer avec vous les actions des directions achats pendant cette crise. Alors, parce qu'on est des éternels optimistes, on a voulu parler de post-crise. Hein, donc, du coup, peut-être qu'on a été un petit peu dans l'anticipation, Jérémy. Mais en tous les cas, on a voulu surtout mettre en lumière les actions que vous menez au niveau de vos organisations et puis celles que vous allez décider de mener parce que on s'est aperçu assez rapidement et une fois encore, pour être assez proche de vous et de la manière dont cette crise a impacté j'allais dire, nos fonctionnements, hein, et au-delà de l'impact de nos vies, y compris personnelles, mais dans le fonctionnement de nos organisations, on s'est assez vite aperçu du rôle que pouvaient jouer les directions achats. Alors, il y a eu un premier temps de partout, on va dire, où les acheteurs sont montés vite en première ligne pour aller faire une partie de leur métier, c'est-à-dire protéger l'entreprise, protéger les organisations. Les acheteurs hospitaliers, dont certains qui nous écoutent, ont été hyper mobilisés et je continue à les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour nous tous, pour aller chercher les produits, les services dont on avait besoin. Et puis assez vite, mais il a fallu aussi pour certains repenser quelques orientations stratégiques, hein, puisque du coup, les fonctionnements suivant les secteurs dans lesquels nous sommes peuvent être plus ou moins affectés, les fonctionnements de nos fournisseurs. Et donc du coup, il y a un certain nombre de patrons d'achat qui ont aussi on va dire, un peu rebattu les cartes et assez rapidement. Et c'est ça qu'on veut essayer d'éclairer avec nos invités aujourd'hui. Voilà. Hein, donc c'est ce thème-là, c'est en fin de compte cette crise, qu'est-ce qu'elle a influencé, voilà, dans vos manières de faire, dans vos pratiques, dans vos gouvernances, dans vos actions. Et pour aller au bout de ça, et on va le voir, je pense, à travers les témoignages, ça a été aussi l'opportunité pour un certain nombre d'entre vous de profiter, le mot n'est pas très adapté, mais néanmoins, c'est bien ça dont il s'agit, c'est de se dire, en fin de compte, dans cette période, ça m'a peut-être permis de remettre l'organisation achat un peu au centre du village et de montrer aussi comment des acheteurs peuvent contribuer. Voilà, un petit coucou à Ismaël, qui est basé à Marrakech et qui est donc aujourd'hui notre participant qui est le plus loin de Lyon. Voilà, on le salue et surtout, on le salue avec beaucoup d'affection, tous les Marocains qui nous écoutent. Donc, du coup, c'est ça le thème de ce webinaire, des témoignages et puis surtout la parole qui va vous être laissée pour que vous puissiez réagir. Hein, vous le savez, on aime bien profiter aussi de cette fameuse intelligence collective, c'est-à-dire les réactions des uns et des autres. Voilà, donc on va mettre sur la scène quelques personnes qu'on remercie, je remercie vraiment chaleureusement de donner un peu de leur temps pour faire participer. Alors, avant qu'on démarre, j'ai encore un petit mot, puis après, on va lancer véritablement les échanges avec Jérémy. Vous dire un peu comment va se passer ce webinaire. Premièrement, c'est un webinaire qui va être enregistré, hein, c'est ce fameux replay, voilà. Et donc, du coup, on diffusera dans les prochains jours l'intégralité du webinaire. Sur notre site et donc du coup vous serez tenu informé. Donc ce webinaire, vous avez différents onglets qui vont vous interpeller. Le premier, enfin en tous les cas à votre disposition, pardon. Le chat, le chat, vous voyez, c'est ce que vous avez fait. On se salue, on réagit, on est dans l'interaction, dans l'échange. Donc n'hésitez pas à utiliser ce chat pour réagir entre vous. J'allais dire c'est plus votre terrain de jeu. Hein. On va vous laisser voilà échanger entre vous. Et puis
à côté de cet onglet chat, vous avez un onglet questions. Là, celui-ci, c'est plus l'onglet qui va m'être destiné, c'est-à-dire que vous allez pouvoir l'utiliser en disant, ben, moi, j'aimerais poser une question à un intervenant, aux intervenants, puisque vous allez voir qu'on va les faire intervenir de manière collégiale. Donc, posez vos questions dans l'onglet questions et pas trop dans le chat pour cette partie-là, parce que ça va nous permettre aussi, si les questions que vous posez sont populaires et que vous êtes plusieurs à vouloir avoir des réponses sur cette question, moi, j'irai chercher cette question et j'irai interroger les intervenants. Hein. Donc, cet onglet questions, il est à votre disposition. Dès qu'il y a des points, vous allez dans les questions. C'est ça que je vais regarder, moi, prioritairement pendant le webinaire et je vous laisserai interagir dans le chat. Et puis, enfin, il y a un onglet sondage. Voilà, où là aussi, on va vous poser des questions pendant ce webinaire pour avoir un petit peu, j'allais dire, des éléments de tendance un petit peu en live, comme on dit. Hein. C'est presque une enquête d'opinion. Vous êtes très nombreux puisque vous êtes plus de 130 à vous être inscrits à ce webinaire. Donc, du coup, on a un bel échantillon d'organisations, d'entreprises, de régions, de maturités différentes. Donc, du coup, c'est intéressant aussi d'avoir un petit peu un état des lieux on va dire, de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, le chat, c'est pour vous. Les questions, c'est pour que vous puissiez me faire un petit coucou en disant, on a une question, vas-y, interroge les intervenants. Et puis, le sondage, c'est nous pour avoir des informations sur vos pratiques. Voilà. Allez, je vais inviter Jérémy à ouvrir le micro. Donc, Jérémy, je vais le laisser se présenter. Du coup, tu ne montres pas du tout les slides, du coup, Fabrice. Non, j'ai décidé de faire quelque chose de très vivant. J'en ai marre des webinaires où on enseigne 45 slides. Donc, du coup, il faut que on va avoir un côté plus dynamique, plus vivant. Et puis, on a un PowerPoint. Si on a besoin d'aller chercher le fameux PowerPoint du consultant, on ira le chercher. J'aime cette improvisation de dernière minute. Alors du coup, si je remonte un petit peu le fil de l'histoire, pendant le premier confinement, moi je me rappelle bien, un soir devant la télé, tout le monde expliquait ce qu'il allait faire de son confinement. Comment est-ce qu'il allait profiter de ce temps libre pour créer des choses qu'on n'avait pas forcément l'habitude de faire. Et du coup, un soir, ça m'a pris, donc je suis allé sur LinkedIn et j'ai envoyé des messages Alors l'objectif pour moi, c'était d'avoir des décideurs quand même de la commande publique. Et puis d'avoir un panel de gens que je connaissais pas forcément, de fait. Et puis assez vite, on s'est dirigé. Alors, j'avais décidé de laisser tranquille entre guillemets nos acheteurs publics du monde hospitalier. Je crois qu'ils avaient autre chose à faire, clairement. Et du coup, il y a eu notamment une bonne vingtaine de prises de contact avec différentes collectivités. Hein. Alors, la communauté de communes, la petite ville, la région, le département. Et du coup, à la fin, j'ai mené une quinzaine d'entretiens. Et donc, vous allez le retrouver dans un document qui s'appelle le Tour de France de la commande publique. Alors, c'était intéressant parce que on a évoqué avec eux des sujets très, très différents qui concernent le processus achat et la commande publique en général, avec certains qui avaient des sujets de prédilection. Je pense à Johan, avec qui on a parlé de la carte achat. Je pense à Fabrice Picardi, avec qui on a parlé notamment de la centrale d'achat pour la région centre. Enfin, voilà, c'était très, très, très divers. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment d'être très opérationnel. Le constat, en fait, c'est que dès qu'on commence à parler de commande publique, souvent, c'est très axé juridique. Et moi, je voulais pas avoir une vision juridique de l'achat public. Je voulais vraiment qu'on parle business, qu'on parle pratique. Et donc, le document, le Tour de France de la commande publique, voilà, réunit 15 interviews sur 15 sujets très, très différents. Et puis, surtout, il y a une proposition d'une trentaine d'actions très opérationnelles, avec des actions qui sont évidemment peut-être plus faciles que d'autres, plus court terme ou plus long terme. Mais l'objectif, c'était vraiment de proposer un document assez opérationnel. Voilà. Ok, donc du coup, alors je ne sais pas si vous l'avez reçu, mais parce que du coup, j'anime, je teste, je gère le chat. Voilà, J'ai des pop-up qui arrivent de partout dans mon écran. Normalement, je vais essayer de vous envoyer un lien vers ce document. Bon, si ça a marché, merci. Ah, génial, merci Jean-Noël. Bon, donc je suis pas mal en animateur. Bon, et plus sérieusement, j'en profite d'ailleurs une fois encore pour remercier non seulement Jérémy qui a fait un super job sur ce livre blanc, c'est un de nos meilleurs livres blancs, mais aussi tous ceux qui ont participé, tous les directeurs achats qui ont prêté à l'exercice. Donc, ce document était en téléchargement. Je vais nous envoyer un lien, mais vous avez aussi sur le site de Crop & Co, www.cropandco.com, il y a une rubrique qui s'appelle Inspiration et on vous met ici
plusieurs livres blancs que vous pouvez aller télécharger. Hein. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller le télécharger. Super. Donc, Jérémy, c'est le point de départ, en effet, de lancer ce questionnement, et ça a été un beau succès. Puis, du coup, on s'est aussi synchronisé, nous, sur le Tour de France. Pour le coup, on aime bien le sport chez Crop & Co. Donc, tu m'as dit, on va essayer de publier tout ça pour le mois de septembre. Et on a pu suivre les étapes du Tour de France quasiment avec nos intervenants. Presque. Ouais, Presque. On a eu de la chance qu'il soit décalé parce que sinon, j'aurais pas été prêt. Ça nous a aidé, mais on n'y est pour rien. On a juste joué avec l'actualité. Donc, du coup, aujourd'hui, on s'est dit c'était intéressant de les écouter, hein, au-delà de les lire. Et donc, du coup, on a demandé à certaines personnes de vouloir nous rejoindre. Donc, du coup, je vais les appeler maintenant sur scène. Pendant que tu vas le faire, effectivement, donc la transition, c'est le document, hein, l'objectif c'était de créer du partage. Il a vocation à avoir une suite, et notamment, je pense notamment pour le coup à nos amis des achats hospitaliers, peut-être les universités aussi, c'est un sujet qui pourrait m'intéresser. Donc en 2021, on va voir dans quelles conditions, mais ce serait intéressant de pouvoir relancer la démarche. Donc je fais un appel à candidature. Et du coup, ce qui est intéressant ce matin, là, c'est qu'on a des acheteurs du Maroc, de Belgique. Voilà, ça pourrait être intéressant aussi de faire un mini benchmark international. Francophone. Ouais, francophone, ça m'arrange. Allez, super. Bon, c'est bien, Jérémy, parce qu'on avait dit que ça, on l'annonçait à la fin du webinaire. Donc, je vois qu'en 10 minutes, on a cassé toute la structure du truc qu'on a mis 3 semaines à organiser. C'est ça. Bon, c'est pour ça qu'on est Crop & Co. Bon, allez, super. Je vois que il manque Charline. Charline, elle arrive. Ah, Mélanie nous a rejoint, Quentin et Benoît. Donc, du coup, j'allais dire, je vais vous laisser peut-être la parole pour vous présenter, peut-être en quelques mots. Allez, honneur aux dames, Mélanie. Allez, honneur aux dames, on démarre par Mélanie, peut-être. T'as vu, Fabrice, c'est très paritaire. Hein, c'est bravo. C'est bien. Alors, bonjour à tous, donc enchantée, Mélanie Spagnolo. Donc, moi, je vais pas mal vous parler des risques ce matin. C'est un de mes dadas. Et donc, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans les achats publics. J'ai commencé dans le conseil, après, j'ai travaillé 7 ans au sein de la RATP. Et donc, j'ai pris une décision qui a été étudiée, qui pourra en faire sourire certains, mais c'est important aussi d'analyser ces risques et d'en prendre. Donc, j'ai monté ma société en juin 2020. Voilà, donc le confinement m'a bien servi puisque j'ai pu préparer aussi cette entreprise et comment la construire, parce que ça demande un petit peu de temps quand même. Et je suis ravie de ce choix. Je pense que voilà, c'était vraiment le bon moment pour moi, malgré un contexte vraiment pas facile. C'est aussi comme ça qu'on se challenge et c'est un bon test. Et on dit qu'une société, quand elle tient et qu'elle traverse une crise, après, elle est pérenne. Donc, je compte beaucoup sur ce dicton. Bravo Mélanie. Bienvenue dans le monde des entrepreneurs. Merci. Et bon courage. Charline. Ah, on a perdu Charline. Du coup, elle va nous rejoindre. Très haut niveau de timidité. Ouais. Ou alors, non, j'ai pas fait de bêtises. Allez, Quentin, on donne la parole à Quentin du coup et on va aller rechercher Charline. Eh bien, bonjour à tous. Ravi de partager ce moment avec vous. Je suis Quentin Dor, le directeur des achats de la mairie de Blagnac. J'ai pas eu le courage de Mélanie et je suis resté sur un poste classique de directeur d'achat de collectivité territoriale. Blagnac, c'est une ville à proximité immédiate de Toulouse qui compte 25 000 habitants et 40 000 emplois, avec donc une très forte activité, vous l'imaginez sans peine, centrée autour de l'aéronautique. Et donc, c'est une ville avec un budget achat d'à peu près 35 millions d'euros par an. Ok, super. Et Quentin, je crois me souvenir que vous intervenez aussi dans des écoles, des associations. Enfin voilà, vous êtes assez impliqué dans le partage aussi sur le métier achat. Oui, à chaque fois que j'ai l'occasion de me mettre en avant et de flatter mon ego, j'en profite. C'est bien un webinaire d'acheteur. Sur les marchés, je fais tout. Bon, super. Allez, on va laisser la parole à Benoît, peut-être pour qu'il se présente. Je crois que le Sud est bien représenté, en fin de compte, le Sud et l'Ouest de la France. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Cahors, c'est dans le Sud. C'est pas dans le Nord, c'est à quelques kilomètres au sud de Blagnac. Donc, Benoît Dufoulon, je suis directeur
achat, commande publique, ville de Cahors et Grand Cahors, un EPCI et une collectivité avec des satellites, des syndicats mixtes, voilà, tout un tas de satellites autour de deux structures qui prennent du temps aussi, hein, qui nécessitent aussi la création de groupements de commandes. Accessoirement aussi, pour mettre en lumière et flatter mon ego, je donne des cours à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Et puis accessoirement, mais il y a un petit virus qui a annulé les formations que je devais proposer au CNFPT. Je suis intervenant aussi au CNFPT. Voilà. Parfait. Bon, bah, écoutez, voilà, donc on est avec les bonnes personnes. Je crois que Charline, qui avait des petits soucis de connexion, est en train de nous rejoindre. Du coup, on va juste attendre une seconde. Si jamais elle n'arrive pas, ben, du coup, on va démarrer peut-être avec… Alors, on va démarrer, tiens, comme ça va laisser le temps avec Charline. On va démarrer avec un premier sondage, puisque du coup, on va parler d'un certain nombre de thèmes qu'on vous a mis dans le programme. Et avant qu'on démarre et qu'on donne la parole à… Notamment, on va démarrer avec Quentin. Du coup, on va faire un premier sondage pour voir un peu, j'allais dire, un état de l'art de où est-ce que vous en êtes sur ces sujets. Donc, du coup, on vous a préparé un sondage pour voir qu'est-ce que vous avez mis en place. Alors, attendez, je suis en train de le… c'est du bonheur. C'est du bonheur. Hop, on publie le sondage. Donc, normalement, si vous allez dans l'onglet sondage, je vous ai posé une première question qui est de dire, pendant cette période un peu particulière, est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes, hein? Après, on va voir comment nos intervenants peuvent nous parler de ce qu'ils ont fait et puis comment éventuellement ça peut nous inspirer. Mais vous, concrètement, est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes pendant cette période? Et du coup, voilà. Alors, est-ce que le sondage est bien publié? Vous me le confirmez, c'est voir si c'est tout bon. Et du coup, vous pouvez répondre. Oui, ça y est, ça répond, c'est parti. Donc, on va laisser les personnes répondre et on va démarrer peut-être avec Quentin, peut-être sur… Alors, ce qu'on a décidé aussi, du coup, on se dit tout, hein, on est une petite équipe, on laisse tout le monde sur scène parce que du coup, c'est plutôt Quentin qui va répondre à la première question, mais on ne s'interdit pas que Benoît, Mélanie et Charline puissent venir compléter et réagir sur les propos de Quentin. Donc, Quentin, le premier sujet qu'on voulait aborder avec vous, c'est le lien avec cette direction métier, hein, ce qu'on appelle souvent nos clients internes, voilà, hein, qui des fois se comportent vraiment comme des clients, et puis des fois comme des gens qui sont en interne avec nous. Et donc moi, j'aimerais vous puissiez nous évoquer le lien et le renforcement avec ces directions métiers, pourquoi c'est important, et peut-être concrètement ce que vous avez fait à Blagnac. Entendu, merci Fabrice. Donc oui, je vais vous parler un petit peu de lien avec les directions métiers. Alors, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on va évoquer la question du lien avec les directions métiers dans le sillage de cette crise. Tout simplement parce que ça fait partie des éléments qui ont été mis en évidence pendant la crise, surtout pendant la première partie de la crise, pendant le premier confinement et les grosses pénuries. Si on revient à la base, l'achat public s'est construit autour d'une histoire avant tout de réglementation visant à garantir la transparence, l'égalité de traitement, etc., la neutralité de l'achat, l'efficacité de la commande publique, tout ce qu'on veut. Réglementation dont on a tiré tout un ensemble de règles et de clauses qui sont toutes très présentes à l'œil. Et puis la patatras, on traverse une crise sans précédent, à laquelle évidemment personne n'était correctement préparé. Et avec cette crise, on découvre que subitement, la réglementation, les clauses, les contrats, les approches habituelles, ça fonctionne plus du tout, et qu'on peut absolument pas se réfugier derrière une quelconque protection offerte par le droit, et qu'il va falloir qu'on aille chercher d'autres solutions pour répondre à la situation. Et donc là, voilà, on a tous pu faire l'amer constat que pour pouvoir continuer à avancer, il allait falloir qu'on déplace la réflexion achat de l'aspect strictement réglementaire ou contractuel vers un aspect un peu plus humain, dans lequel on se positionne davantage en apporteur de solutions. Les achats, c'est le plus gros poste de dépense après les ressources, après la partie ressources humaines paye, et pourtant, quasiment aucune organisation publique classique ne va installer la direction des achats autour de la table du comité de direction ou du COMEX. Et on ne mesure pas forcément les aspects stratégiques. Et pourtant, il suffit d'essayer de se faire vacciner aujourd'hui pour se rendre compte que quand la partie achat ne fonctionne pas correctement,
Il n'y a plus rien qui marche. Donc, ce constat-là nous amène à devoir nous repositionner véritablement, comme je disais, en apporteur de solutions, qu'on soit pas plus perçu comme un rouage nécessaire, comme un frein, mais bien comme un interlocuteur du service opérationnel, du service client, et qu'on soit à ses côtés dans la résolution de ces problèmes. Mais Quentin, est-ce que ça veut dire que… Et du coup, alors oui, j'ai dit à Jérémy que je pouvais intervenir à tout moment. et ça lui a fait peur. Mais du coup, et en effet, on est aussi très, très partisan de cette dimension d'apporteurs de solutions. Hein. Je dis toujours aux acheteurs qu'il faut arrêter de dire qu'ils sont là pour empêcher de tourner en rond. Je veux dire, voilà, si les gens veulent tourner en rond, laissez-les tourner en rond, mais vous êtes plutôt là pour apporter des solutions. Mais est-ce que du coup, l'effet crise, du coup, ça a mis ça en exergue encore plus que ce que vous faisiez, j'imagine, déjà auparavant? Est-ce qu'il y a une logique un peu qui est liée à la période que nous vivons? L'effet crise, ça fait que nos interlocuteurs, que ce soit les autres services de la structure, ou que ce soit même les décideurs, les élus, subitement ont besoin immédiatement de réponses achats et prennent conscience de la dimension stratégique de cette partie-là, de l'exercice de la mission publique, de la politique publique. La dimension achat, elle est perçue comme de l'intendance en temps normal et comme un point critique lorsqu'on est en période de crise. Ne serait-ce que parce que les élus sont sollicités de manière plus directe, aussi bien par la population que par des offreurs potentiels, et donc se retrouvent à avoir très envie de s'emparer du métier d'acheteur. Et là, nous, ce qu'on va amener, c'est d'une part notre connaissance et notre maîtrise de la partie fournisseur. Ce qui caractérise l'acheteur, c'est avant tout sa maîtrise de la relation fournisseur. Et donc, ce qu'on va devoir amener dans ces moments-là, c'est une réponse fournisseur à une problématique inédite. Il faut une réponse rapide, il faut une réponse pragmatique, il faut être capable de dire, peut-être que là, on est un petit peu limite en termes de réglementation, mais on a un impératif à couvrir et il faut qu'on trouve une solution. Quand on est face à une pénurie mondiale, on peut plus se réfugier derrière les mécanismes classiques. Et donc, il faut que nous, on soit capable d'aller trouver d'autres fournisseurs ou d'autres manières d'acheter, d'autres manières de payer qui permettent de répondre à ça. Et c'est à ce moment-là que la dimension humaine et la dimension solution prend toute sa portée. Non seulement on n'est pas là pour empêcher les gens de tourner en rond, mais en plus, on est même là pour faire en sorte qu'ils tournent encore mieux en rond, encore plus vite et avec encore plus de souplesse. Du coup, Quentin, c'est notamment les appros là, qui ont été mis en valeur pendant la crise. Il a fallu que vous vous fournissiez rapidement en masques, en gel, des produits d'ailleurs que les collectivités n'avaient pas forcément l'habitude d'acheter. Peut-être que les hôpitaux, c'était un peu plus facile. Ils avaient peut-être des canaux de fournisseurs, mais pour vous, c'était un peu nouveau. Donc, les appros ont été clairement mis en valeur, mais du coup, les côtés achats, qu'est-ce qui en est ressorti, notamment à Blagnac là, comment tu as senti les choses bouger? Alors, sur la partie, je ne sais pas si prendre l'exemple de ces approvisionnements-là est hyper représentatif parce que c'était vraiment un point très spécifique à cette crise avec un comportement des acheteurs au niveau des acheteurs et des fournisseurs au niveau international qui était complètement en décalage avec les fonctionnements habituels. Donc, je ne sais pas s'il est vraiment représentatif. Ce qui me semble peut-être plus caractéristique, ça a été la manière dont il a fallu qu'on renforce dans tous les domaines, donc pas simplement dans ce domaine de fourniture, qu'on renforce avec nos clients internes le travail de coopération pour rechercher des nouveaux fournisseurs ou des nouvelles solutions, recréer de la relation fournisseur en plein confinement au moment où il était très très difficile de travailler avec eux parce que certains d'entre eux étaient fermés, d'autres étaient en train de mettre en place du télétravail et ne savaient pas encore tellement comment garder le contact. C'était plutôt ce travail d'interaction forte qui a marqué la période. Moi, j'ai passé tout mon confinement au téléphone, soit avec des fournisseurs, soit avec des clients, à essayer de rapprocher tout le monde et proposer des solutions. Ouais. C'est important ce que dit Quentin, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est vrai, du coup, et c'est bien la remarque de Jérémy, mais c'est souvent ce qu'on entend, c'est qu'on
on a exacerbé sur ces masques, sur ce gel, hein, et du coup, on a mis en lumière les acheteurs là où, pour le coup, c'était des actes d'approvisionnement, certes hyper importants, presque vitaux, mais du coup, le métier achat, il a continué par ailleurs, voilà, et il a continué en plus dans des conditions de travail inhabituelles pour nous tous. Hein, la meilleure preuve, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, parce que ça, il y a encore un an en arrière, on sera en train de réserver une salle dans la région de Bordeaux pour organiser une réunion plénière où tout le monde viendrait, etc. Donc, du coup, c'est ces comportements et du coup, la proximité, vous avez créé. Est-ce que Benoît, du coup, du côté de Cahors, vous avez aussi ressenti ce besoin ou vous avez mis des actions particulières sur cette proximité avec les acteurs internes de l'organisation? Alors nous, on a constaté malheureusement pas une défaillance, mais dire on a été pris comme tout le monde de court sur des fournisseurs en fait qui n'étaient pas en capacité de répondre à nos besoins. Donc effectivement après, j'ai tendance à dire que on n'avait pas besoin de sourcer ou de trouver des nouveaux fournisseurs parce que c'est eux qui sont venus vers nous. Enfin, tous les contacts que l'on a eus ici et là pour trouver des solutions, enfin, on n'avait qu'à tendre la main. Il y avait 50 masques à disposition. Enfin, mais par contre, enfin, c'était pas le cas pour tous les besoins. Là, j'écoutais un DRH d'un hôpital hein, qui n'avait pas trouvé par le biais du sourçage en fait d'entreprises susceptibles de répondre aux besoins de surblouse. Et ils ont trouvé une réponse en interne. Hein, ils ont trouvé une réponse en interne. Ils ont fabriqué eux-mêmes des surblouses. On oublie parfois un des articles préliminaires du code. Susciter nos propres moyens. Et ça, c'est aussi une réponse à la crise. C'est il faut être créatif, il faut être imaginatif, et ça peut aussi nous permettre de trouver des solutions. D'accord. Mélanie, du coup, toujours sur le thème des relations, de la direction achat, cette notion de contribution, hein, on pourrait presque aller vers le terrain là, une fois qu'on a traité ce problème de la collaboration, presque d'apport de solutions, de création de valeur, presque. Hein, on va venir sur ces terrains-là. Est-ce que vous aussi, vous avez pu observer, voir ou échanger du coup avec certains sur ce thème? Alors, aussi en dehors hein, des marchés publics, ce qui est intéressant, c'est on a constaté des gros changements sur le tissu des PME, qui ont vraiment fait des efforts en termes d'innovation pour faire tout ce qu'on appelle le groupement de commandes. Hein. Ça, on l'a vu parce qu'eux étaient un petit peu à part et ils n'ont pas nos moyens en fait pour accéder à tous ces systèmes aussi, hein, donc savoir aux masques, aux gels hydroalcooliques, etc., ou à des prix à l'époque où c'était très cher, au mois de mars, à des prix raisonnables. Et ils ont vraiment fait force d'innovation. Hein. Moi, dans mon entourage, je connais pas mal de PME qui ont su mettre en place, donc pour qui les achats sont moins naturels finalement, et qui ont su mettre en place, se grouper pour faire directement des achats de commandes en Asie, avec des arrivées au moment où personne ne pouvait avoir de masque, où eux, ils ont pu être servis et donc maintenir leur activité. Moi, ça, j'ai trouvé vraiment formidable, en fait, cette réactivité aussi de nos partenaires côté PME qui nous accompagnent. Voilà. Ok, pendant que vous parliez, du coup, je regardais un peu les résultats du premier sondage. Ouais. C'est intéressant, du coup, parce que ça fait beaucoup d'écho à ce que vient de dire Quentin. C'est-à-dire qu'à la question, pendant cette période, est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes? Du coup, c'est la première qui est quasiment à la moitié, enfin à 40% en tous les cas des répondants. Oui, il y a eu, en tous les cas, concrètement, dans le sondage déclaratif, du coup, on a renforcé les liens avec les directions métiers. Donc, c'est ce que dit Quentin. Hein, et d'ailleurs, moi, j'ai eu aussi beaucoup d'acheteurs qui m'ont dit on n'a jamais passé autant de temps au téléphone à échanger. On est tous devenus des super experts de toutes les plateformes de visio de la planète. Hein. On peut faire un benchmark de visio à Teams en passant par Skype et Google Meet. Voilà, on connaît tout ça très bien. Donc, du coup, ça confirme bien ce que disait Quentin. Quentin, on est encore dans cette crise. J'allais dire malheureusement, et avec une date de fin qu'on ne connaît pas trop. Du coup, est-ce que ce renforcement de liens que vous avez dû et que vous avez pu mettre en place, ça se maintient? Est-ce que du coup, ça a impacté des nouvelles manières aussi un petit peu d'échanger, de partager avec ces directions métiers qui sont en train de s'installer?
Alors pour ce qui concerne Blagnac, c'était une démarche qu'on avait entreprise il y a assez longtemps. Donc finalement, la crise a surtout servi de mise à l'épreuve de la solidité de nos mesures et ça a permis de nous conforter dans ce rôle d'apporteur de solutions. Mais parce qu'on avait déjà par le passé essayer de bien déterminer dans notre organisation, et je pense que c'est un des éléments clés pour justement renforcer ce lien avec la direction métier et pouvoir être vraiment dans une logique gagnant-gagnant. C'est d'avoir bien réussi à identifier au sein de la structure, quelle qu'elle soit, comment se dissémine la fonction achat. Je pense que c'est une des particularités des collectivités territoriales. Je ne me prononcerai pas pour des établissements comme les hôpitaux qui ont une approche qui est plus proche de l'industriel. Mais pour les collectivités territoriales, dans leur immense majorité, la fonction achat, elle est disséminée entre un service marché, des services achats à pro, des services prescripteurs qui sont souvent le premier interlocuteur des fournisseurs. Et donc, être capable de diagnostiquer cette dissémination, savoir où sont placés les acteurs, pour savoir ensuite les relier, identifier ces différents maillons pour les mettre dans une chaîne, dans un réseau, pour pouvoir ensuite partager sur les pratiques et la répartition des rôles, c'est probablement ce qui permet justement de s'assurer que chaque intervenant dans la chaîne comprend bien quels sont les besoins de l'autre et va calibrer son action sur sa capacité, au vu de son rôle, à répondre à l'objectif commun qui est la satisfaction du besoin. Et quand on est dans cette logique-là, effectivement, on a aujourd'hui un code de la commande publique qui est extrêmement souple, qui permet de proposer une très grande diversité de solutions à l'intégralité des difficultés qu'on peut rencontrer. L'idée, c'est de savoir quelle est la bonne solution à apporter au problème qui nous est présenté, et donc pour ça, être capable de faire preuve d'un peu d'empathie, de se mettre à la place du client. Donc le meilleur moyen, voilà, c'est de se créer ce lien, cette connexion entre les différents maillons, et d'identifier la problématique commune à résoudre, et en fonction de ça, déterminer quelle est la part de solution qu'on va devoir apporter. Et du coup, Quentin, j'ai deux questions. Du coup, est-ce que tu penses que c'est durable? Du coup, tu dis il y a une bascule, là, vraiment, on s'est rapproché, on a mis à l'épreuve le dispositif. Donc, première question, est-ce que tu penses que ça va être durable? Et deuxième question, concrètement, aujourd'hui, entre les achats et les directions internes, vous avez mis quoi en place? Vous avez mis des points de situation réguliers? Vous avez renforcé les canaux de communication? Enfin, concrètement, ça se traduit comment, ce rapprochement avec les clients internes? Alors, sur la durabilité, sur ta première question, je pense que oui. Je pense que oui, parce que pour ceux d'entre nous qui n'avaient pas forcément fait ce cheminement, eh ben, la mise en place justement de ce canal de communication privilégié dans lequel on vient nous appeler, pas à l'aide, mais pas loin, enfin, en tout cas, on vient nous chercher pour une solution et pas parce qu'on est obligé de le faire, ça fait que subitement, on arrête de nous insulter quand on nous croise dans les couloirs. Et donc, c'est très plaisant comme sensation de se dire qu'on est apprécié pour le service qu'on peut rendre. Donc, je pense que globalement, si on bascule sur cette logique de service, si on perçoit vraiment nos interlocuteurs comme des clients à proprement parler, même s'ils sont captifs, qu'on met leur satisfaction au centre de nos préoccupations, ben, on crée des relations de travail qui sont quand même nettement plus appréciables et qui donc ont forcément vocation à s'inscrire dans la durée. Alors, en ce qui concerne les éléments qu'on a mis en place autour de cette crise, un peu avant et un peu après, qu'on continue à mettre en place, c'est d'abord, c'est tout con, hein, mais des enquêtes de satisfaction systématiques. Quand on intervient pour les gens, ben, on va vérifier qu'ils sont contents de la manière dont ça s'est passé. Et s'ils sont pas super contents, on va essayer de comprendre pourquoi. C'est travailler davantage aux questions de planification, parce que là encore, pour leur apporter la meilleure des solutions possibles, il est quand même préférable pour nous de savoir ce qu'ils vont attendre de nous le plus tôt possible et qu'on puisse donc du coup s'organiser, planifier, programmer, etc. Enfin, je vous apprends rien. Et ensuite, évidemment, on a un suivi régulier propre à la pratique achat, à l'actualité des achats, à la manière dont ça se déroule, dans laquelle on essaie d'associer l'intégralité de nos acheteurs, des ateliers, des workshops, etc., pour essayer de co-construire des nouvelles méthodes pour le pilotage de la relation fournisseur, qui créent justement cette acculturation de la fonction achat et qui permettent de créer justement cette notion de réseau et d'entraide. D'accord. Du coup, les enquêtes de satisfaction, concrètement, vous avez utilisé un outil particulier? Qui est-ce qui porte la démarche? C'est les acheteurs? Alors, on a, comme on est certifié ISO 9001, on a mis ça dans le cadre de notre certification. Et donc, on s'est créé des formulaires sur notre site intranet pour les clients internes et sur notre site internet pour les fournisseurs qui nous permettent de recueillir ça. Et donc, ça, on le gère en interne au sein de la direction de la commande publique. D'accord. Benoît, peut-être à Cahors?
Nous, effectivement, on est dans une démarche aussi où on essaye de transmettre la culture achat et puis d'amplifier ce lien pour prouver effectivement qu'on n'est pas des empêcheurs de tourner en rond. On a eu cette casquette de juriste pendant des années. Aujourd'hui, par la force des choses et par la professionnalisation du métier d'acheteur, et ça s'est aussi révélé durant la crise, on est là pour aider, pour trouver des solutions. C'est notre rôle aussi. On est service support, on est au service des services, donc c'est notre cœur de métier de favoriser le bon achat, donc de communiquer. Je pense que ça aussi c'est important d'éveiller les consciences, parce que quand on est pris dans notre quotidien, je parle des prescripteurs, des acheteurs, le service mobilité, voirie, etc. Ils n'ont pas forcément le réflexe de prendre de la hauteur sous les outils disponibles dans le cadre de la commande publique. Donc, on est là pour les éveiller, les former, leur donner des outils aussi pour qu'ils puissent s'armer et mieux acheter demain. Du coup, merci Benoît. Je gère aussi un petit peu l'heure. Il y a des premières questions qui commencent à arriver. N'hésitez pas, donc une fois encore, de les poser et de réagir. On va en prendre une. Peut-être qu'en effet, on est allé un peu vite sur le démarrage et Olivier nous dit, est-ce qu'il serait possible d'avoir la taille des organisations achats, peut-être le nombre de personnes, voilà, d'avoir un petit peu de dimension, parce que c'est vrai que ce qu'on peut être amené à partager quelquefois, et je dis pas toujours, mais quelquefois ça peut être lié aussi au contexte bien sûr de l'organisation. Quentin, du côté de Blagnac, combien de personnes dans l'organisation avec vous? Alors, on est une petite vingtaine, mais avec des missions. Voilà, on a une mission classique, marché public, une mission historique. On a une personne qui est chargée du pilotage, l'accompagnement de la politique des achats et l'animation de notre réseau d'acheteurs. Mais ensuite, j'ai un service intitulé achat, mais c'est une appellation historique. C'est plus un service approvisionnement, fourniture. Si j'avais un crayon sur l'oreille, je dirais que c'est un service Economa. Et j'ai également un magasin municipal, donc qui s'occupe notamment de la mise à disposition de l'intégralité des fournitures techniques pour la régie bâtiment et travaux de la ville. D'accord. C'est pour ça qu'on a une grosse volumétrie, mais sur la fonction marché et achat pur, ça représente un peu moins d'une dizaine de personnes. D'accord, ça marche. Benoît, et vous, du coup, combien de... Nous, on est beaucoup moins, on est 6 avec moi. J'ai la chance d'avoir une chargée de mission achat, donc qui a des missions de sourçage, de création de réseau, d'aide à la définition du besoin, vraiment une personne au service support pour la première étape en fait de préparation du besoin. J'ai une chef de service commande publique qui valide certains DCE. Et puis, donc, j'ai deux agents de procédure de passation pour la publication, l'organisation des procédures. Et puis, j'ai une personne qui est en charge du pré-mandatement des marchés d'investissement et moi qui pilote le tout. Ok. Bon, super. Du coup, on va peut-être passer, je vois un peu le temps qui avance, il y a d'autres questions, on les reprendra un petit peu parce qu'on arrive sur des terrains où là, pour le coup, il nous faudrait des webinaires entiers pour parler des différences entre les achats publics et les achats privés, en sachant qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà, il y a des éléments de contexte, comme à toujours, il y a des règles, mais il y a des règles, beaucoup de règles aussi dans les achats privés. Mais voilà, on verra si on a un petit peu le temps en fin de webinaire. Moi, j'aimerais qu'on revienne un peu, Benoît a initié le sujet, mais qu'on revienne un peu sur cette dimension de sourçage ou de sourcing, en tous les cas, voilà, le fait d'aller chercher un peu à l'extérieur, et ça, c'est une activité forte du métier de l'achat. C'est souvent d'ailleurs une activité que malheureusement, on n'a pas toujours le temps de bien réaliser. Du coup, Benoît, est-ce que vous avez évoqué un petit peu qu'il y avait des fournisseurs qui étaient venus à vous. Bon, ça, du coup, c'est un sourcing d'une grande proactivité. Mais du coup, comment vous avez mis en place, parce que je crois que c'est un thème qui vous intéresse particulièrement, est-ce que vous avez mis en place des approches particulières pour avoir ce qu'on appelle une stratégie de sourcing efficace? Comment vous faites et qu'est-ce que cette crise peut-être a révélé par rapport à cette dimension-là? Alors,
La crise, bon, il y a crise et crise, c'est pas la crise pour tout le monde, hein, mais sourcer, ça a permis aussi de déceler que les masques passaient de 9 centimes à 90 centimes, que certaines entreprises pouvaient pas répondre à nos besoins. Donc la question, c'est comment être aussi créatif, hein, je le disais tout à l'heure, mais voilà, c'est aussi un pan qu'il faut explorer. Enfin, tout ne viendra pas du sourçage. Donc ça, c'est un élément. Mais quand on s'est posé les premières questions, effectivement, et quand on a le temps, parce que pour sourcer, il faut anticiper. Ça, c'est le mot-clé que l'on rabâche, je pense, 50 fois par jour. Mais on n'a pas d'autre alternative. Enfin, si on veut bien définir un besoin, il faut s'y prendre parfois un an et demi à l'avance. Enfin, nous, on a un tableau de projection des marchés récurrents. Et puis, donc, un an et demi avant les échéances, on commence à travailler avec les acheteurs pour mettre en place des démarches achats. Donc, effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir mis en place, dans le cadre de la mutualisation, une personne qui est en support auprès des services acheteurs. Donc, il y a une acculturation pour développer certains outils, hein, parce que effectivement le sourçage peut avoir des utilités, mais il faut que les opportunités se saisissent. Mais donc la première étape, je dirais, c'est de s'éveiller soi-même pour pas commettre d'impair, hein, parce que il y a une posture à avoir quand on source. On n'y va pas la bonne franquette. Effectivement, il faut former les agents susceptibles de sourcer. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, c'est effectivement du conseil auprès des opérationnels. Donc, la première étape, c'est de former les utilisateurs, les opérationnels, les acheteurs. Hein, donc, on les prévient suffisamment tôt pour effectivement qu'ils sourcent ou pas, parce que c'est pas une obligation. Hein. Alors, je pense que tout le monde, parce que j'ai pas donné la définition du sourçage, hein, mais vous avez différents guides. Hein, bon, vous avez forcément l'article du Code de la commande publique, hein, qui précise ce que c'est. C'est donc une pratique qui est consacrée. Hein, c'est aller à la recherche d'informations auprès des fournisseurs. Hein, c'est pas du benchmarking. Hein, il y a souvent la confusion entre les deux, le sourçage et benchmarking. Benchmarking, c'est effectivement solliciter son réseau d'acheteurs de développement durable comme il se crée en région Occitanie. Voilà, le réseau que l'on trouve en formation ici et là. Mais le sourçage, c'est vraiment une démarche active, proactive auprès des opérateurs économiques. Et dans le sujet en fait proposé par aujourd'hui, on parle de sourçage efficace. Alors, tout dépend aussi forcément de la maturité de l'organisation. Enfin, il y a des références d'organisation ici en France, la ville de Lyon, la métropole de Bordeaux, enfin la région Bretagne, il y a des références en fait d'organisation. Nous, on est en chemin, mais on a fixé une trajectoire. Hein. Donc voilà, une des premières étapes, c'est effectivement éveiller, communiquer auprès des utilisateurs et puis prendre quelques précautions. Oui. Oui, Benoît. D'accord. Donc, je pense qu'en effet, c'est un point important et pour le vivre avec beaucoup de nos clients, on sait aussi que la montée en maturité, elle passe par cette performance sur cette pratique, sur cette activité achat. C'est ce qui fait que d'ailleurs, on peut commencer à identifier un acheteur, hein, parce que qui dit sourçage dit connaissance du marché fournisseur. Et pour le coup, voilà, quand on commence à toucher à cette dimension-là, c'est ce qui fait que souvent on quitte la dimension des appros pour aller vers les achats, voilà, au passage. Et du coup, j'ai une bonne question, enfin toutes les questions sont bonnes, pardon, mais celle-ci, je la trouve particulièrement intéressante aussi, surtout sur ce thème du sourçage. Une question de Sophie de Rennes qui voudrait savoir, est-ce que vous utilisez des outils, voilà, quels sont les outils que vous utilisez au-delà des pratiques? Alors, on n'a pas d'outils, mais on a sourcé différentes entreprises justement pour s'équiper potentiellement. Donc, on a effectivement décelé Séléné, il y a Silex, il y a Marché Online aussi qui propose le moniteur qui propose des outils. Nous, on a préféré dans un premier temps sourcer localement, hein, parce qu'on a eu des besoins
qui pouvaient aussi intéresser, mais des entreprises locales, mais sourcer des entreprises locales, c'est pas interdire les autres entreprises de répondre. Hein. Enfin, c'est important aussi de le dire. Donc, nous, on est plutôt parti, mais il y a quelques années maintenant, par la restauration collective. On est passé par la Chambre d'agriculture et puis des associations bio, denrées bio. Donc voilà, c'était notre porte d'entrée en fait. Hein. Plutôt qu'identifier certaines entreprises susceptibles de répondre à notre besoin, on a sollicité les chambres consulaires, les fédérations aussi représentatives du bâtiment par exemple. Voilà, on est passé par là. Après, effectivement, il y a des outils plus professionnalisants. Oui. On n'est pas à ce niveau-là, mais on ne s'interdit pas de le faire. Oui, il y a des outils qui sont en train de naître. Vous avez cité les principaux acteurs, et puis il y en a beaucoup d'autres qui sont en train d'arriver, d'y réfléchir. Il y a Yann également qui commente, qui nous parle des études Xerfi, là aussi, si vous connaissez ces études. Alors, les études Xerfi, elles ont un modèle économique qui font que voilà, il faut investir un petit peu d'argent, hein, mais comme le font les équipes marketing dans certaines organisations, et c'est assez intéressant parce que là, plutôt de manière sectorielle, elles vous permettent d'avoir une connaissance du marché fournisseur. Donc, du coup, ça contribue au sourcing. C'est pas uniquement que des sujets de sourcing, mais en effet, ça peut être une bonne manière de bien connaître et appréhender un marché fournisseur. Est-ce que du coup, j'interroge là nos participants, peut-être Mélanie et Charline aussi sur ce terrain du sourcing du coup, est-ce qu'il y a aussi des pratiques ou des approches que vous avez pu voir ou peut-être des convictions que vous voulez partager là avec nos participants? Oui. Moi, je sais pas, Mélanie, si tu veux commencer. Vas-y, si tu veux, pas de souci. Ouais. Désolée, du coup, je mets pas la caméra parce que chaque fois que j'essaie de l'enclencher, en fait, j'ai un problème de connexion. Donc, voilà. Désolée pour ça. Sur le sourcing, c'est vrai que là, c'est plutôt un retour un peu d'expérience que j'ai avec différents clients. Quand on les accompagne, souvent, on leur dit, pour bien définir son besoin, effectivement, c'est important de passer par le sourcing et du coup, de pas s'arrêter que aux entreprises qui connaissent, notamment souvent, on reprend les anciens prestataires et on leur pose des questions. Et moi, je leur dis que non, il faut aller plus loin que ça. Et je pense qu'effectivement, ce que disait Benoît, c'était intéressant de se rapprocher des différents réseaux d'activités, différents secteurs, c'est assez intéressant. Et puis surtout, il y a un guide du sourcing qui a été sorti par l'État, donc que j'invite aussi du coup certains à utiliser, à lire et surtout à utiliser parce qu'il y a quand même des modèles. Alors après, on peut toujours personnaliser ces modèles-là, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on est censé quand même respecter la commande publique et du coup, notamment tracer. Ça, c'est important parce que c'est vraiment l'intérêt du sourcing est là, il a été expliqué, mais il y a aussi le pendant un peu réglementaire sur la partie traçabilité qui est essentielle pour moi. Ok. Mélanie, du coup, oui. Oui, donc moi je vais revenir aussi sur les outils. Donc nous on a eu des sujets là, pareil dans le bâtiment avec du sourcing important à faire puisque sur des sujets de niche. Donc en fait si on source pas, on se retrouve avec des infructueux. Donc c'est là le sourcing aussi prend toute son importance. Et on a remarqué qu'il faut vraiment adapter aussi les outils et ce qu'on va utiliser en fonction du secteur sur lequel on source parce qu'on va pas aller rechercher les entreprises de la même manière. Donc nous on a effectivement utilisé des annuaires professionnels puisque les annuaires professionnels sont assez riches. Il faut savoir qu'il y a toutes les CCI aussi qui peuvent être consultables. Alors, soit elles vendent leur dossier, soit vous pouvez contacter les CCI Business qui se sont créés. Il y a CCI Business Île-de-France qui a fait des promotions aussi sur la Société du Grand Paris là, qui permet d'organiser des petits déjeuners à la rencontre des acteurs. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de vraiment cibler et de communiquer un petit peu en avance de phase sur les prochains marchés qu'il peut y avoir. Donc voilà, ça permet vraiment de regarder déjà si on a du monde qui peut répondre, la faisabilité de notre besoin, également l'intérêt des acteurs, mais aussi de pas être
non plus en concurrence trop forte sur ces secteurs à l'achat, parce que des fois, on publie tous à peu près en même temps sur la même chose, donc on se retrouve un petit peu avec une pauvreté du marché. Donc des fois, ça permet aussi de sonder les bonnes périodes pour publier nos achats. En outils, on a également tout ce qui va être Compass, etc., qu'on utilise. Et ce qu'on a remarqué, nous, c'est qu'il ne faut pas non plus s'interdire de brainstormer sur finalement où je peux trouver ces entreprises-là. Donc, nous, on a même été jusqu'à contacter, en fin de compte, les organismes de formation qui délivrent les qualifications pour aller trouver les entreprises qui vont bien pour pouvoir les informer qu'il y allait avoir des publications. Parce qu'on était vraiment dans un marché, pour le coup, un peu pénurique. Je pense que ce qui est intéressant dans cette démarche de sourcing, moi je crois qu'il y a vraiment deux dimensions. Il y a une dimension déjà d'un état d'esprit qui va se traduire par des pratiques. Et vous le disiez justement, c'est que souvent quand on dit à l'acheteur, qu'est-ce que tu peux me dire sur le marché fournisseur? Souvent il nous parle du marché de ses fournisseurs. En vérité, c'est pas le marché fournisseur. Bon, ça c'est déjà une bonne nouvelle pour sourire un peu, mais quelquefois il connaît même que ce qu'il fait avec ce fournisseur. On ne peut pas dire qu'ils connaissent vraiment le fournisseur. Donc il y a cette dimension, on va dire, du comportement et des pratiques qui peuvent se traduire dans vos activités. Puis il y a le comportement des outils, voilà. Et on a besoin des deux en vérité. Moi, je vois beaucoup d'équipes achats, quand je leur parle de sourcing, qui me disent on va se prendre un abonnement à Séléné, à Silex, à machin, à bidule. Et voilà, le sourcing, ça va être traité. Ah oui, par contre, c'est bizarre, quand on tape ce qu'on recherche, on ne trouve pas. Parce que du coup, voilà. Donc je pense que les outils, ça doivent aider. Ils doivent, comme tous les outils, comme tout d'ailleurs, l'univers du digital doit permettre d'accélérer, de gagner du temps, de faire mieux, de faire plus vite. Mais ça ne va pas remplacer la bonne réflexion, ce que nous on aime appeler l'IA, mais l'IA au sens de l'intelligence de l'acheteur, de se dire tiens, je vais attaquer le marché du bâtiment pour une construction qui va avoir lieu dans la banlieue de Cahors. Au lieu de taper bâtiment, voilà, je vais peut-être aller voir les syndicats professionnels, j'ai plein d'autres manières, et puis je vais peut-être appeler mes petits copains de la métro, de machin, etc. Voilà. Donc, et tout ça, ça contribue au sourcing aussi, je crois. Voilà. Donc, faut démystifier parce que ce terme-là, il a pris énormément d'importance, tout comme le terme, et merci à Benoît de l'avoir cité, d'avoir différencié le terme du benchmarking. Voilà, on a l'impression quand on a dit ces deux mots-là, c'est des mots magiques aux achats. Puis en vérité, quand on creuse un peu, voilà. Mais vous avez raison. Et du coup, ça rejoint ce que dit aussi Quentin sur le fait que un sourcing efficace, c'est aussi du coup, c'est aussi une qualité d'appel d'offres qui est plus riche et donc du coup, in fine, un niveau de performance qui va être plus fort parce que vous êtes face à un marché fournisseur qui dans plein d'endroits a pris le pouvoir. C'est compliqué à se le dire en tant qu'acheteur, mais il y a plein d'endroits où c'est les fournisseurs qui vont rythmer le fait que vous allez pouvoir être performant ou pas. Et donc, du coup, le sourcing, ça va aider à tout ça aussi. Après, il ne faut pas oublier d'où on vient. La question du sourcing côté commande publique, ça a été pendant très longtemps un sujet tabou. C'est vrai. La commande publique était des marchés publics, donc du juridique. Donc le fait de discuter avant de lancer des appels d'offres, c'était clairement interdit, en tout cas dans certaines chartes internes. Il y avait des directions qui interdisaient formellement le fait de se rencontrer avant de lancer la consultation. On laissait la main invisible du marché fournisseur et on allait brûler des cierges. En tout cas, moi, quand je publiais, j'allais brûler un cierge pour avoir le maximum de réponses. Donc, je pense qu'il y a un premier sujet, c'est que j'exagère un peu, Quentin. Mais c'est pas ça, c'est qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que nous, en tant que service marché, on avait nos belles chartes de bonnes pratiques, etc. Et peut-être que, quand je dis nous, c'est un nous collectif, on interdisait ou on restreignait les échanges avec les opérateurs économiques. Enfin, faut pas être naïf. Ils avaient bien lieu, ces échanges. Ils avaient juste lieu un petit peu en dehors du radar parce que les acteurs de terrain, les opérationnels, les fameux services clients, eux, ils allaient bien démarcher des fournisseurs pour savoir ce qui se fait, etc. Ils se faisaient produire des devis pour savoir à combien préparer leurs estimations qui venaient ensuite nous amener sur un plateau. Ils n'avaient pas plus la science infuse. Ça se passait juste sous le radar. L'évolution du code, ça n'a pas été de mettre un terme à une interdiction, puisqu'il n'y avait pas d'interdiction. Ouais. Ça a juste été de proposer un cadre pour mettre tout le monde à l'aise et qu'on se sente tous investis de la mission d'interagir avec le milieu fournisseur. Ouais, la révolution, elle n'est pas à ce point présente. C'est juste qu'on a mis le projecteur sur une pratique qui, de toute façon, a toujours existé parce qu'on ne peut pas faire sans. Et puis, elle existera toujours. Enfin, effectivement, c'est une pratique qui est consacrée. Notre rôle, nous, c'est d'éveiller les acheteurs pour effectivement avoir une posture et puis
cadrer, avoir une vraie démarche achat. Enfin, c'est important. Après, on va pas sourcer si on n'a pas un minimum précisé le besoin, solliciter diagnostic à la collectivité. Mais enfin, certains, les vieux de la vieille, enfin, je vais dire les vieux de la vieille entre guillemets pour faire un peu d'humour. Enfin, ils vont sourcer. Toujours, mais en passant entre les gouttes. Il y aura forcément encore des mauvaises pratiques. Et notre rôle, c'est effectivement de rappeler ces bonnes pratiques pour sécuriser l'achat. Et puis pour ouvrir les consciences, solliciter les innovations sur le marché, améliorer la précision du besoin. Enfin, on doit vanter les mérites du sourçage cadré pour éviter effectivement des mauvaises pratiques. J'ai peut-être une question quand même, parce que du coup, j'ai le sentiment que c'est un peu le parent pauvre. Hein. D'ailleurs, Benoît, tu avais raison, pour moi, c'est longtemps avant qu'on lance le sujet, qu'on doit sourcer. Et souvent, hein, en formation, quand on dessine le processus achat, on met le sourcing juste avant le lancement de la consultation. À mon sens, c'est un peu déjà tard. Et du coup, je me suis posé la question, en tout cas, moi, ce que j'entends côté entreprise, c'est la difficulté de rentrer en contact avec l'acheteur public. Alors moi, j'appelle ça le sourcing passif. C'est comment moi, tiens, Crop & Co, je vais me connecter sur le site de la collectivité et je dis voilà quels sont mes savoir-faire. Et du coup, je mâche entre guillemets le boulot de l'acheteur. Moi, j'y crois pas trop au chemin là, que va parcourir avec sa petite mallette l'acheteur, faire son sourcing. Je trouve que en tout cas, le constat, c'est que souvent, on n'a pas le temps, on ne sait pas comment faire, on n'a pas les outils. Donc, je me pose la question du sourcing passif. Comment en tout cas, est-ce que c'est un vrai sujet qu'on facilite qu'on pré-mâche le boulot de l'acheteur public? Quentin, peut-être? Alors, ouais. Alors là-dessus, j'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Alors, je vais essayer de mettre un petit peu d'ordre dans mes idées, puis surtout de pas monopoliser. Mais d'abord, effectivement, il y a deux temps. Il y a le sourcing au moment de l'achat. Ouais. Là, on va utiliser des outils de base de données achat, type Manageo, type Datalab, pour aller regarder ceux qui pourraient être intéressés pour répondre ou qui pourraient être des sources de réponse à nos problématiques. Et il y a tout ce qui concerne le sourcing permanent, qui est probablement le truc le plus important, qui est de permettre de faciliter cette interaction entre les acheteurs et les fournisseurs. C'est la participation à des journées fournisseurs, c'est la publication d'une programmation. Nous, on publie sur plusieurs supports notre programmation achat à 18-24 mois pour que les entreprises puissent nous dire à telle période vous avez l'intention d'acheter ça, voilà ce que nous on peut vous proposer. On a sur notre site internet un formulaire à l'intention des fournisseurs pour qu'ils se fassent connaître, qu'ils nous donnent leur secteur d'intervention et une petite présentation, et ensuite ça nous permet de rediriger cette présentation sur les acheteurs chez nous, et d'une manière générale, on passe notre temps à inciter tous nos collègues à ouvrir grand leurs portes à tous les nouveaux entrants qui voudraient faire connaître leur solution, ne serait-ce que pour s'éveiller. C'est pas pour autant qu'on va passer 2 heures avec eux, mais consacrer 20 minutes pour un entretien téléphonique ou une petite visio, ça permet de rajouter un nom dans la case de la famille d'achat correspondante et avoir quelqu'un à solliciter le jour où le besoin naîtrait. J'en profite, alors juste pour faire une petite publicité, mais ça va être très très rapide, sur un nouvel outil de partage des informations et de rencontre entre les fournisseurs et les acheteurs publics, c'est Scope Occitanie, qui est donc un portail de concentration des annonces marché public pour tous les acheteurs publics d'Occitanie, sur lequel donc les entreprises peuvent avoir plus facilement accès au marché du territoire, et sur laquelle est également publiée la programmation achat d'un certain nombre de gros opérateurs publics d'Occitanie, notamment la préfecture de région, le département de la Haute-Garonne, la région Occitanie, Toulouse Métropole, Montpellier Métropole, etc. C'est une petite publicité rapide. Il y a des initiatives publiques destinées à favoriser le rapprochement avec les opérateurs. En tout cas, Quentin, moi je trouve que le fait de publier son plan d'action annuel, sa programmation annuelle, pour moi, c'est vraiment un levier pertinent. Il y a plusieurs grandes entités publiques aujourd'hui qui le font. Je pense à la ville de Paris, mais pas que, évidemment. Et surtout, je trouve que ça mettrait du métier, ça mettrait de l'intérêt à une démarche qui aujourd'hui est très juridique, objectif computation, objectif programmation. Mais du coup, là, ça lui donnerait du corps à cette programmation. Discussion, là. Une vocation business. Alors, ça, c'est un autre webinaire, Jérémy.
Moi, je vais faire un peu le maître du temps. On est à mi-parcours. Il nous reste deux grands thèmes. Juste pour terminer quand même sur ce sujet du sourcing. Du coup, ça, c'est le privilège de l'animateur. Mais n'oubliez jamais les fournisseurs. Parce que nous, on travaille beaucoup avec des fournisseurs qui nous disent on voudrait travailler mieux et plus avec les organisations publiques, mais on ne sait jamais comment les contacter, quand les contacter, qui les contacter. Voilà. Si moi, demain, je vais être fournisseur de la ville de Blagnac, ben, comment je fais? Et ça, je peux vous dire que pour certains fournisseurs, ça serait extraordinaire de les écouter parce que vous tomberiez de votre chaise sur, voilà. Et je vous parle ici d'organisation, quelle que soit leur taille. Mais bon, là aussi, on fera peut-être un sujet prochainement. Allez, on va enchaîner. Pardon, hein, je suis désolé, on a plein de choses à se dire. Surtout que je vois qu'il y a plein de questions qui arrivent. Mais j'aimerais donner la parole à Mélanie. On voulait parler maintenant du sujet quand je reviens au sondage, aux questions qu'on avait posées. On avait indiqué 4 thèmes sur les actions qui avaient été potentiellement mises en œuvre. Celui-ci, c'est celui qui a recueilli le moins en pourcentage. Hein, on va pas donner trop d'importance à ce sondage. On va essayer de pas être sur BFM. Mais en tous les cas, ce que je veux dire, c'est que la question est-ce que vous avez mis en place des actions concrètes à la question gestion des risques aux fournisseurs, ben pas tant que ça en vérité. Et du coup, c'est la question que moi je voulais vous poser, Mélanie. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce terrain? Puisque là, du coup, ben, on est à la fois quand même dans une période particulière. Les acheteurs n'arrêtent pas de parler de gestion de risque. Puis dans les faits, ben, on n'a pas trop le sentiment qu'il se passe des choses, ou alors de manière un peu hétérogène. Est-ce que vous partagez? Et du coup, qu'est-ce que vous avez pu voir et qu'est-ce qui pourrait être fait? Oui, alors c'est vrai que le thème de la gestion de risque, il a pris un petit peu son envol depuis quelques années et depuis notamment qu'on doit le mettre dans le rapport extra-financier. Et souvent, on voit les sociétés qui font une cartographie des risques en priorité pour cette raison. Hein, malheureusement, vous vous en doutez, c'est pas la bonne raison. Hein. Une cartographie des risques, ça doit être fait pour prendre des décisions, ça doit être fait pour piloter, pour manager ces risques, pour essayer de les réduire et pourquoi pas pour les prendre et les subir, mais par choix. C'est ça qui est important, c'est qu'il faut que ce soit choisi. Donc moi, je pense qu'effectivement, cette crise a remis l'accent sur les risques, puisque bon, voilà, sans ouvrir le débat, il y avait quand même des signaux faibles hein, qui amenaient son arrivée, où on aurait peut-être pu anticiper un peu plus si on avait un peu mieux capté les signaux. Donc ça, c'est le premier point. Donc d'avoir un management des risques qui soit efficace, qui soit dynamique, parce qu'effectivement, le management des risques, souvent, malheureusement, on le met en place, on en fait des mises à jour annuelles et qui ne correspondent pas forcément hein, au temps de vie du risque, c'est-à-dire que lui, le risque, il n'évolue pas finalement de manière annuelle, hein, il peut évoluer plus longtemps, mais aussi beaucoup plus rapidement. Donc, ce qui est le plus pratique, c'est d'avoir quand même un système qui soit dynamique et partagé. Donc, pour ça, effectivement, il faut que les organisations acceptent d'investir du temps, puisque le problème, c'est que c'est des sujets qui prennent du temps, qui nécessitent de se voir à plusieurs. Hein, ça nécessite un travail collégial de recueil des risques, d'analyse des risques, à la fois d'un point de vue opérationnel, métier, acheteur, mais aussi d'un point de vue managérial, et de bien dissocier d'ailleurs, quand on fait une analyse des risques, le point de vue du management des opérationnels. Parce que souvent, des fois, on a aussi des personnes qui peuvent être un petit peu frileuses, notamment quand on est en position managériale, à divulguer l'intégralité des risques. Voilà, donc il faut bien dissocier et il faut que ce soit effectivement mené de manière collective. Donc pour ça, j'ai plusieurs pistes à vous donner aussi si vous voulez qu'on rentre plus dans le sujet. On peut aborder quelques pistes. L'idée, c'est une fois encore de ce webinaire, c'est à la fois un retour un peu, j'allais dire, d'un état des lieux, de ce qu'on peut observer, mais aussi, bien sûr, de donner des pistes, des orientations aux personnes qui nous écoutent pour que puissent, voilà, on est dans le concret, on est aussi dans le partage c'est ce qui fait la richesse du métier. Et donc, si vous avez quelques pistes, ça nous intéresse. D'accord. Donc du coup, au niveau des risques, alors il y a plusieurs manières de l'aborder. Hein, déjà, cette vision risque, il y a au niveau de l'organisation en général. Donc ça, généralement, c'est porté. Voilà, il faut que ce soit porté par l'organisation. Ça va être au niveau, par exemple, d'un segment, d'une famille d'achat, où on peut faire une analyse un peu plus poussée. Mais c'est également vous, dans votre quotidien, au niveau d'un projet ou d'un marché, qu'il faut se questionner sur les risques pour pouvoir justement adapter sa stratégie achat. Hein, et pour ça, finalement, on peut avoir des petits tips
où soit on prend le processus et de manière collégiale, on va avec ses prescripteurs, nous en tant qu'acheteurs, et pourquoi pas, on peut demander l'avis à un pair qui aurait également mené ce type de marché, parce qu'il faut prendre en compte des REX là-dessus, vis-à-vis du processus, quels sont les risques sur mon processus achat, qu'est-ce qui peut arriver sur mon processus achat. Ça peut être aussi par typologie, pour vous donner une base, ou après on peut partir de rien et discuter. Mais on voit que la page blanche finalement de l'expérience, c'est un petit peu plus le bazar, les gens ont plus de mal à s'exprimer. Donc plus ce sera précis, plus ça collera au cadre et plus on arrivera aussi à avoir des risques qui s'appliquent. Parce que le problème des risques, c'est qu'il ne faut pas qu'ils restent généralistes. Ça c'est important, il faut qu'ils soient spécifiques à votre marché, à votre situation, à votre contexte. Parce que sinon, vous sortez tous les risques qu'on connaît bien, qui sont les risques généraux de nature ou de typologie, on va dire. Et après, ce qu'il faut, une fois qu'on a identifié ces risques, pour avant de les évaluer, il faut essayer de se poser la question de quelle est la cause racine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir plusieurs risques qui ont une même cause. Et on va faire un petit peu comme une analyse des dysfonctionnements. On va se poser la question de pourquoi ce risque pourrait avoir lieu, quelle est l'origine, quelle est la cause. Et c'est là qu'il va falloir aller traiter ou voir qu'est-ce qu'on peut y faire. En fin de compte, il ne faut pas se limiter au risque, il faut vraiment aller dans la profondeur de l'analyse. Donc ça, c'est important. Et ça permet vraiment de faciliter les décisions. Donc moi, je vous donne un exemple. Par exemple, sur des marchés, notamment en informatique, des fois, on a plusieurs solutions. On peut soit passer, donc vous avez, imaginons une application que vous avez développée en interne, donc un logiciel développé en interne, vous devez changer parce qu'il est obsolète. Donc soit vous repartez de la base, soit vous redéveloppez à partir de zéro, soit vous prenez un progiciel du marché en acceptant peut-être de perdre certaines fonctionnalités. Et là, ce scénario d'achat, il va falloir l'étudier d'un point de vue risque et enjeu. Donc, c'est ça qui est intéressant. La décision, elle doit être prise aussi d'un point de vue risque et enjeu, et vous allez faire votre matrice pour savoir finalement quelle est la meilleure solution. Donc, c'est vraiment applicable dans les domaines. Moi, et je trouve que c'est très riche, l'analyse des risques en termes de réflexion. Mélanie, ça fait un sujet un peu sérieux, un peu sombre, la gestion des risques. Oui. J'ai l'impression qu'on est un peu en retard. Les anglo-saxons, je trouve qu'ils sont plus en avance que nous sur ces sujets-là. Pour un acheteur là, dans le public qui n'a pas l'habitude, qui n'a jamais fait, concrètement, il commence par quoi? Moi, je trouve que c'est fun. Ce que tu dis en clair, c'est qu'il faut être plusieurs. C'est du collectif, premièrement. Oui. Donc, c'est quoi? C'est du brainstorm? L'idéal, le meilleur outil, celui qui est le plus efficace, effectivement, c'est un brainstorming. Aujourd'hui, en visio, vous pouvez aussi faire des brainstorming. Il y a des super outils sur Internet qui permettent de collecter des idées. Donc, faut pas attendre d'être en physique pour faire du brainstorming. Il existe pas mal de choses aujourd'hui pour le faire même à distance. Et effectivement, en plus, l'identification des risques, c'est pas que effectivement on va être sur la technique du parapluie où on va se dire faut essayer de tout couvrir. Non, c'est pas ça l'objectif. Et des fois, on va transformer certains risques en opportunité, on va accepter de les prendre et on va peut-être même se dire, si c'est sûr, je peux pas le contrer, c'est trop, on va regarder aussi ce qu'on appelle l'effort de couverture de risque. Finalement, ça me demande trop d'efforts de contrer ce risque-là. J'accepte de le prendre. Comment je peux en tirer parti? Comment je peux finalement rebondir sur ce risque-là? Et ce qu'on voit en fait, c'est que généralement, les gens se font un nœud au cerveau pas possible, surtout dans les marchés publics, avec les risques, alors que dans les faits, quand on analyse vraiment, il n'y a rien qui se passe. Moi, j'ai eu le cas une fois où on voulait lancer un dossier parce que l'acheteur, il avait fait une toute petite boulette sur l'analyse d'ailleurs des offres. Il voulait tout relancer la procédure pour pas passer en commission. Ça changeait pas le classement. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque de recours. Enfin, ça n'existe pas. Donc, des fois, en plus, sur la commande publique, j'ai envie de dire, au-delà même du risque, on a tendance à s'en inventer. Donc, il faut faire attention. Est-ce que le risque est bien réel ou pas? Quel est le vecteur? Qu'est-ce qui va faire qu'il va se réaliser? Et s'il n'y a pas de matière, effectivement, vous pouvez partir du principe que c'est un faux risque. Donc ça, il faut bien faire attention là-dessus parce qu'on mélange un peu tout, notamment avec une fonction juridique qui est très pesante. On n'arrive plus à faire la part des choses. Et comme vous le disiez tout à l'heure, à un moment donné, là, de la crise sanitaire, il y a eu des urgences. Il fallait savoir, est-ce que je risque quelque chose sur ma procédure ou est-ce que je prends des solutions et j'accompagne les personnes pour mieux se protéger au niveau de leur santé? Quelle est la priorité? À un moment donné, le rôle managérial, c'est de prendre ses décisions. Et pour vous, en tant qu'acheteur, c'est d'éclairer ces décisions. Des fois, il faut savoir prendre le risque. Et c'est là où c'est fun. Oui, c'est ça. Juste peut-être pour faire un point là, avec Charline, on va parler après Mélanie de la dimension, bien sûr, autour des achats responsables, RSE. Mais du coup, sur cette dimension risque, Charline, peut-être
commentaire ou une réaction par rapport à ce que vient de dire Mélanie en termes de pratique sur le terrain. Voilà, vous êtes Charline, qui était un petit peu au début, qui a pu se présenter tout à fait comme elle voulait, c'est des responsables de l'Agence Déclic, qui est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement des organisations sur le thème des achats responsables, avec qui on a le plaisir de travailler au passage, et notamment à la ville de Lyon, au passage. Voilà, nous aussi on fait notre minute de pub. Et du coup, Charline, du coup, vous, les risques par rapport à ce que dit Mélanie, est-ce que vous partagez? Est-ce que dans ce que vous voyez sur le terrain, comment c'est appréhendé par les organisations achats? Effectivement, nous, quand on fait des accompagnements, alors on voit pas trop souvent la maîtrise des risques de façon stratégique, de façon globale et pas forcément réalisée. On voit que les acheteurs, c'est plutôt au cas par cas, selon voilà, vraiment en fonction du contexte, de l'objet du marché, de l'erreur potentielle qui a pu se glisser. Et nous, souvent, on fait avec l'accompagnement, notamment sur la partie analyse, quand c'est eux qui font l'analyse et nous, on est souvent là en soutien, en relecture, ils nous sollicitent en nous disant là, qu'est-ce qu'on peut faire effectivement, par exemple, s'il y a eu une erreur, on va dire, de somme. Des fois, ça arrive qu'il y ait des erreurs de somme au niveau des tableaux Excel ou quoi pour l'analyse. Et puis, en fait, on prend le temps de regarder, effectivement, d'analyser est-ce qu'il y a un vrai risque de contentieux, que ce soit au niveau de celui qui aurait pu potentiellement être du coup le candidat évincé. Est-ce que ça peut être au niveau de la préfecture? Est-ce que voilà, on essaye en fait de voir s'il y a un véritable risque, le degré de risque aussi, et après de leur dire les conséquences, c'est quoi? Les différents scénarios que vous avez, qu'est-ce qui s'offre à eux? Et c'est là en fait où ils vont venir eux après décider. Mais nous, on vient souvent les aiguiller, les éclairer sur ces questions-là, pour que eux puissent prendre un choix. Mais effectivement, ils restent essentiellement sur le marché en question. Du coup, c'est paradoxal parce qu'il y a une fuite, enfin, il y a une peur du risque, mais on le manage pas en fait. C'est curieux, non, du coup? Ouais. Quentin, pendant qu'on a préparé, tu me parlais de la proximité que tu as avec notamment avec monsieur le maire, qui en gros te demandait de dire voilà, donnez-moi les hypothèses, dites-moi ce que je risque, et puis après on choisit, quoi. C'était intéressant ce retour. C'est un peu ça, c'est-à-dire que un maire, je pense que le mien n'est pas très différent des autres 36 000 maires. Il se fout, on lui dit c'est légal, c'est pas légal. Pas une donnée importante. La donnée importante, c'est qu'est-ce qui risque. Et derrière, c'est ça qui est soutenu par la question légale. Mais c'est quand on est dans une situation un petit peu délicate, en général, ils le savent, les élus. Ils savent qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Mais s'ils ont vraiment les faire, la question, c'est de mettre le résultat qu'ils en attendent, la contrepartie, le bienfait qu'ils attendent. Le bénéfice, ouais. Et avec l'impact du risque. Et donc, en gros, mais c'est ce que disait Mélanie et Charline d'ailleurs, c'est lorsque une infraction à une réglementation existante est susceptible de les amener derrière les barreaux, ils ne vont pas réagir de la même manière que si on se dit non, c'est pas grave, au pire, dans le pire des cas, il y aura un contentieux indemnitaire, l'indemnité ce sera à peu près 30% du montant du marché, dans le pire des cas, ça reprendra un montant de temps. Tant pis, on y va. Moi, le maire, ce qu'il attend de moi, c'est uniquement que je lui dise quels sont les paramètres qui vont présider à la prise de décision. Et la contrepartie, on a cette entente-là avec le maire. Moi, je vais lui dire très honnêtement dans quel cas il se met en danger, dans quel cas le danger me semble faible. Et la contrepartie, c'est quand il prend une décision, si cette décision est un petit peu tendancieuse sur le plan réglementaire, il ne cherchera pas à se camoufler derrière son petit doigt, faire en sorte de la faire porter par quelqu'un d'autre. Il l'assumera du début à la fin. Et sur cette base-là, il me semble qu'on est, lui comme moi, dans nos rôles respectifs. Je suis là dans une posture de conseil, il est là dans une posture de décideur. Il a été élu pour ça. Et finalement, c'est aussi bien. Là, par contre, j'estimerais que je manque à mes devoirs si je lui cachais la gravité d'un risque ou si je l'accroissais artificiellement en positionnant mes propres inquiétudes. Ok, alors quelques questions là ça réagit un peu côté questions. Il y a Sophie qui espère que la cellule juridique ne nous écoute pas. Un petit smiley de Sophie. On va parler après, Delphine, des achats responsables. Une remarque d'Alain qui parle de risque et pas assez fournisseurs ou gestion des fournisseurs.
une remarque d'Alain qui dit que la gestion des fournisseurs est souvent un sujet faible en marché public. Ça dépend. Enfin, en tous les cas, on peut en débattre. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur cette question. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une réaction peut-être Quentin ou Benoît sur le sujet de la gestion de la relation fournisseur? Comment vous vivez ça? Moi, je dirais simplement je vais encore évoquer sur le thème du sourçage, hein, mais enfin voilà, la bonne gestion aussi lors de l'exécution, parce que c'est d'éviter les risques en ayant une organisation adaptée. Enfin, quand on parle de risque, on parle d'organisation, une bonne organisation de l'achat. Et c'est aussi, donc, je vais revenir à ça, mais sourcer, c'est aussi identifier les risques, par exemple, d'approvisionnement, de mauvaise exécution. Donc, identifier la qualité des fournisseurs sur une exécution adaptée à nos besoins permet d'avoir une bonne gestion, une bonne relation avec le fournisseur en cours d'exécution. Ok, bon. Mélanie, pour terminer sur cette dimension risque, est-ce qu'il y a un dernier message que vous voudriez passer à nos participants? Non, mais moi, je pense il reste beaucoup à faire, en tout cas, sur cette partie risque, que ce soit au niveau global des cartographies pour en avoir une vision, que ce soit effectivement au niveau du management des risques fournisseurs, où je pense que les niveaux de maturité sont très différents d'une organisation à une autre, et que ce soit les risques pour bien décider sur un projet, un marché, ou avoir une bonne stratégie adaptée. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que malheureusement, par manque de temps, on est toujours dans l'urgence, et des fois, on n'a pas forcément eu le réflexe ou les bonnes pratiques pour mettre en place des choses qui peuvent être des fois très simples. Hein. C'est vrai, très simple et efficace. Voilà, il suffit des fois de pas beaucoup de temps pour anticiper, et je pense notamment à ces fameux marchés de travaux qui sont vécus par les collectivités, qui donnent lieu à énormément de dépassements budgétaires, à des dépassements aussi dans le temps. Tout ça, ça se gère en amont, et par une étude aussi des risques, par une étude de tous ces aléas, ces événements qui peuvent arriver, et ça peut s'anticiper et aussi se prévoir contractuellement en ayant des marchés qu'on appellerait un peu plus agiles. Et ça fait partie des solutions que l'on peut mettre en œuvre quand on a identifié là où on veut aller. Voilà. Super. Écoutez, voilà, ça aussi, on éclaire ici zone de pratique des activités acheteurs pour la gestion des risques. Comme beaucoup de sujets d'ailleurs, ce qu'il faut, c'est bien l'étudier pour l'étudier de manière assez pragmatique. Ne mettez pas de clause de dépendance sur PF, c'est pas la peine, il serait jamais dépendant de vous. C'est un petit clin d'œil. Allez, on va parler d'achat responsable, de RSE. Charline, c'est maintenant la dernière partie du webinaire. J'aimerais qu'on revienne avec vous, parce que là aussi, on va regarder les éléments de notre sondage initial. Pour le coup, RSE, on était en troisième position sur le podium. Voilà, l'intégration des axes RSE, développement durable, achat responsable. Comment là aussi cette crise, elle a mis en exergue ou pas, ou alors ça avait démarré, on parle beaucoup de relocalisation, on parle beaucoup du local, voilà, on fait d'ailleurs souvent pas mal d'amalgames aussi, hein, c'est local que c'est responsable, mais du coup, ou en tous les cas, on peut éclairer cette dimension. Moi, j'aimerais que vous nous disiez comment on intègre cette dimension aujourd'hui dans les organisations achats, et quel retour vous avez, vous, sur le terrain. On ira bien sûr écouter aussi Benoît et Quentin sur le sujet. Oui, alors effectivement, en fait, on a remarqué avec la crise sanitaire qu'on a vraiment entendu de plus en plus parler en fait de la RSO, donc la responsabilité sociétale des entreprises ou des organisations, parce qu'il n'y a pas que la sphère des entreprises qui doit être, en tout cas, actif sur la dimension responsable. Alors, on en parlait déjà avant, forcément, mais c'est vrai que la crise sanitaire, pour le coup, a vraiment mis, on va dire, sur le devant de la scène cette notion. Et de plus en plus d'acheteurs aussi s'emparent de l'achat responsable. Juste en termes de définition, de façon rapide, la RSE, c'est vraiment la prise en compte volontaire. C'est vraiment un choix de différentes préoccupations, notamment sociales, environnementales ou économiques. J'aime bien aussi préciser que voilà, il y a le côté économique qui compte. Souvent, on s'arrête au social, à l'environnement.
mais il y a aussi la partie économique. Et les achats sont un outil en fait à disposition, en tout cas pour la mise en œuvre de la RSE. Donc un achat public qui est responsable, c'est vraiment, on prend en compte donc ces trois grandes dimensions, quel que soit le secteur d'activité. Après, soit on le prend de manière stratégique, donc vraiment au sein de sa structure, on fait ce qu'on appelle une politique d'achat, une stratégie d'achat, et après des plans d'action, et on intègre dans ces différents documents la notion responsable. Ou si on n'est pas suffisamment structuré, on n'a pas suffisamment de vision globale, ben, on peut essayer de l'intégrer en fonction des marchés. Pour le coup, moi je travaille beaucoup en accompagnement de collectivités sur la partie denrées alimentaires ou restaurants scolaires. Et là, on sait qu'il y a souvent un choix plutôt local. On n'est pas sur la notion d'achat responsable, mais plutôt d'essayer de relocaliser les approvisionnements. Et alors, effectivement, on peut tout à fait le faire. Il y a différents outils pour réaliser ça. Mais souvent, ils ne prennent pas en compte la dimension responsable, puisqu'effectivement, le local ne veut pas forcément dire responsable. Il y a plein de... OK, c'est plus près. OK, en termes économiques, potentiellement, on fait travailler le tissu économique local. Donc ça, c'est plutôt bien. Mais potentiellement, en termes social, même en termes environnemental, on n'est pas, on serait pas, en tout cas, sur des choses potentiellement correctes. Donc là, pour balayer, pour répondre à la question sur le local, ce qui est important aussi à retenir au niveau de la commande publique, c'est que l'intégration du développement durable, ça revêt un caractère obligatoire dans la définition de son besoin. Tout acheteur doit, et ça c'est précisé vraiment dans le code de la commande publique, doit définir son besoin en tenant compte des objectifs de développement durable et qui est précisé dans leur dimension économique, sociale et environnementale. Donc, automatiquement, l'acheteur est censé, de différentes façons, en termes de critères ou de clauses notamment, intégrer le développement durable et donc, on peut dire la dimension RSE. Après, on peut aller plus loin en tant qu'acheteur, en fonction de ses convictions, en fonction de la volonté politique aussi. Ça joue énormément dans les achats pour mettre autre chose et en tout cas aller plus loin que intégrer un critère, on va dire développement durable sur 5 points. En soi, voilà, ça c'est pas une vraie définition du besoin avec les objectifs de développement durable. Moi, j'aimerais, Charline, du coup, réagir aussi et partager une question qui vient de poser Delphine il y a quelques temps, Oui. en disant, est-ce que du coup, cette dimension autour ou cette volonté d'aller vers les achats responsables, est-ce que du coup, de manière un peu provocante, parce qu'on a aussi quelques exemples, est-ce que ça vient vraiment des acheteurs en vérité? Est-ce que cette dimension-là, elle vient pas d'ailleurs? Alors, je pense que ça... Ou est-ce que vraiment ça vient des achats? Alors, je pense, en fait, ça dépend. Moi, en tout cas, quand je suis en contact avec mes différents clients, pour le coup, je suis plutôt avec potentiellement des acheteurs. Il y a une volonté de certains, il y a une vraie prise de conscience, donc ils veulent aller vers ça, sauf qu'ils ne peuvent pas faire plus si les décideurs, les politiques ne souhaitent pas aller plus loin. Donc, en fait, il faut, pour moi, qu'il y ait vraiment le couple politique et acheteur pour aller aller dans cette direction, puisque c'est vraiment les politiques qui vont dire OK, on veut intégrer un axe responsable, d'accord, mais de quelle façon, de quelle manière est-ce que c'est par l'insertion, est-ce que c'est sur le plan environnemental, est-ce que c'est sur le plan, par exemple, d'utiliser des avances, de les rendre obligatoires et pas seulement de respecter la réglementation. Voilà, ça peut être plein de choses. Et c'est aux acheteurs après de traduire cette volonté politique dans les marchés. Donc pour moi, il y a vraiment les deux qui doivent se retrouver sur ce chemin-là. Après, l'un ou l'autre peut, on va dire, venir chercher l'autre pour lui dire, moi j'ai quand même j'ai des certaines convictions sur le développement durable. Est-ce que on peut, alors soit le faire de façon opérationnelle si ça vient des politiques, ou est-ce que si ça vient des acheteurs, dire est-ce qu'on peut avoir une vision claire de la part des politiques, est-ce qu'on peut avoir une marge de manœuvre pour intégrer cette dimension-là.
Et elles peuvent se faire, en fait, on le voit, hein, il y a beaucoup on a de plus en plus des stratégies d'achat responsables, des guides internes aussi avec la notion d'achat responsable, avec tous les outils qu'on peut mettre en œuvre et les limites, parce qu'il y a quand même un certain nombre de limites et surtout des dangers. Je pense que beaucoup ont entendu parler avec la jurisprudence de Nantes Métropole, où on a demandé dans un marché, on notait la politique de l'entreprise de façon générale. Et effectivement, un critère normalement, c'est pas sur l'entreprise elle-même, c'est sur sa façon de faire le marché. Donc on a vraiment du coup une attention à avoir là-dessus, parce qu'on peut mettre en œuvre un certain nombre de critères RSE. Peut-être que certains pourront en donner s'ils en ont déjà mis en place, mais effectivement, il faut toujours que ce soit en lien avec l'objet du marché. Et c'est là, c'est l'un des risques majeurs pour moi à ce niveau-là. Je vois Benoît ou Quentin qui voulait réagir, non, Quentin? Réaction sur ce sujet, d'où ça vient en fin de compte? Ton micro est coupé, Quentin. Ah, on va lui redonner le. Ouais, Quentin, il n'y a pas de micro. Il faut que tu appuies sur le micro en bas. Voilà. Est-ce que ça va mieux? Ça va mieux. Yes. Ah ben voilà, non, je sais pas, j'avais pas le souvenir de l'avoir coupé, mais je l'ai peut-être fait involontairement. Sur la question de la RSE, je pense que Charline l'a bien mis en évidence, mais à la base, ça doit quand même partir des politiques. Si les élus, si les décideurs ne s'emparent pas de l'orientation qu'ils veulent donner aux achats, il me semble difficile d'imaginer que ce soit spontanément et de manière un petit peu désordonnée, les services, les acteurs, que ce soit les acheteurs ou les clients, qui s'emparent en fonction de leurs convictions. C'est bien que ça serve de variable d'ajustement, mais pour que ça fonctionne, il faut que ce soit la politique et la stratégie achat globale de l'organisation qui détermine les objectifs et le plan d'action. On peut impulser, on peut suggérer que les politiques s'en emparent, mais il y a un moment, il va falloir qu'ils le fassent. On a à Blagnac, on a installé pour cette nouvelle mandature, parce que l'avantage, c'est pour les municipalités, comme les conseils municipaux ont été renouvelés l'an dernier, quasiment tous les maires élus du territoire national l'ont été sur la base d'un programme incluant un volet développement durable, environnement, responsabilité, et donc avec des transpositions achats qui peuvent se faire de manière. On a installé un conseil d'élus avec 7 adjoints qui réfléchissent sur les orientations achats, les modalités de déclinaison et qui fixent des objectifs qui vont les engager eux, qui vont engager les services et qui permettent d'impulser une dynamique globale au niveau de l'organisation. Sinon, ça marche pas. On peut pas, à mon avis, on peut obtenir des petits résultats avec une stratégie des petits pas et c'est bien aussi. Mais on ne peut pas réussir à obtenir des résultats vraiment visibles si tout le monde ne bosse pas, sinon on ne rame pas dans la même direction. Et donc, le seul qui puisse valablement donner un axe qui va s'imposer à tous, c'est l'élu. Pour moi, ça doit nécessairement partir de là. Nous, on peut impulser, suggérer, proposer. Mais il y a un moment où si ce n'est pas l'élu qui donne la voix, ça ne peut pas fonctionner. Benoît, une réaction? Je partage à 200%. Enfin, voilà, effectivement, il y a eu ces nouveaux élus qui sont arrivés récemment. Donc, on a un élu adjoint à la transition écologique qui est venu me voir pour connaître les différentes actions menées durant le dernier mandat et puis de connaître aussi le cadre juridique proposé dans le code de la commande publique. Donc, ça commence par là, ça commence par, pareil, je parlais d'éveil tout à l'heure, enfin, les politiques, si on n'est pas actif, donc efficace auprès d'eux, parce qu'on a aussi ce rôle de les conseiller et puis de leur offrir les possibilités, ils ne pourront pas forcément prendre de décision, soit ils sont déjà initiés, et puis dans ce cas-là, ils savent de quoi ils parlent, mais c'est aussi à nous, je pense, de les éveiller. Et donc, l'objectif ici, Grand Cahors sur Mont, c'est d'écrire effectivement une délibération de principe, d'objectifs, pour avoir ce levier qui nous permettra d'imposer aussi la réflexion dans chaque précision du besoin. Enfin, voilà, ça part de là, ça part d'un poids important politique pour acter certaines décisions indispensables pour tout le monde. J'ai une question, alors pour qui voudra bien la prendre. J'ai le sentiment que l'acheteur public, globalement, il a quand même fait le job ces dernières années. Il y a beaucoup de littérature sur la RSE. Alors, il l'a fait de manière plus ou moins facile, de manière plus ou moins percutante, avec des critères, effectivement, des pondérations, des clauses. Bon, moi, j'ai le sentiment que le sujet, il n'est plus tellement là. Il est sur le fait de pouvoir aller vérifier dans l'exécution que ce qu'on avait écrit dans les pièces contractuelles sont vraiment exécutés.
Parce que l'acheteur public, il n'est pas vraiment sur l'exécution. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai l'impression de voir, mais je vois que Benoît n'est pas d'accord avec moi, donc ça me va bien. C'est lui qui va répondre. Du coup, pour moi, le sujet, c'est comment est-ce qu'on va vérifier l'exécution par rapport à ce qu'on avait imaginé dans le DCE. Chaque service acheteur est responsable de son marché. Donc, après, nous, on n'est pas là pour mettre un flic derrière chaque exécution, mais quand on close socialement un marché de travaux pour intégrer des clauses sociales, on a un facilitateur qui vérifie effectivement le nombre d'heures exécutées, et bien souvent, ça va au-delà, pour notre cas, de ce qu'on avait identifié. Après, sur bordereau de prix, effectivement, si on met en avant des produits écolabellisés, ça se verra concrètement si on fait un contrôle de gestion. Donc, on a aussi les moyens pour vérifier si ce qu'on a mis dans le DCE est clairement identifié. Si on achète de l'insertion, effectivement, ça va être une entreprise d'insertion qui va exécuter le marché. Donc, je pense qu'on a les outils pour vérifier concrètement si l'exécution est conforme à la conception initiale. Allez, on va arriver sur la fin de ce webinaire. Moi, je suis sur les achats responsables. Je trouve qu'au niveau marketing, là, on a un petit job à faire parce que de parler d'achats responsables, ça voudrait laisser entendre qu'il y a des achats irresponsables. Et je trouve qu'une fois encore, au niveau achat, on n'a pas été bon. On faudrait vraiment un jour qu'on se paye une vraie agence de com. Hein. On a des sujets à travailler entre eux. Bon, le petit clin d'œil, mais voilà, pour moi, un achat, il est naturellement responsable. Il n'est pas achat, mais en tous les cas, voilà, on comprend le sens des mots. Moi, j'avais, si j'ai 2 petites minutes, des exemples concrets vraiment de façon opérationnelle sur des marchés que j'ai vu passer. Donc, je trouvais ça intéressant dans la vision de se dire que l'acheteur est aussi responsable que le titulaire, qu'on n'est pas que sur des pénalités envers le titulaire. C'était pour un marché de formation, en fait, dans le cas où il y avait une annulation d'une formation à 24 heures, 48 heures, une semaine avant. Potentiellement, l'acheteur pouvait mettre des pénalités au titulaire. Et inversement, si l'annulation venait de l'acheteur, sous 24 heures, 48 heures, une semaine, etc., il y avait des indemnités qui étaient versées au titulaire. Et ça, j'avais beaucoup aimé cette vision-là, de se dire, en fait, OK, on applique des pénalités au titulaire s'il fait des annulations, mais nous-mêmes, en tant que donneur d'ordre, dans notre idée, on se dit, ils ont préparé la formation, ils ont pris du temps en amont. Alors, OK, il n'y aura pas d'animation, mais il y a eu toute la préparation en amont. Donc, on va quand même leur verser des indemnités par rapport au travail qu'ils ont déjà fourni. Donc ça, c'était vraiment un élément sur, en plus, les pénalités qui était assez intéressant. On connaît après tout ce qui va être les marchés réservés, vous avez évoqué, les marchés d'insertion, les bilans de marché aussi. Je trouve que c'est intéressant de rentrer vraiment dans une démarche de collaboration entre titulaires et acheteurs, de faire le point sur qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui mériterait en fait d'être retravaillé. Après, ça peut être de façon des bilans intermédiaires. Je pense que c'est assez intéressant. Et il y avait un autre outil que je voulais évoquer, c'est des clauses de progrès. C'est-à-dire que dès le départ, en fait, on ne va pas dire je veux une démarche responsable. C'est-à-dire que ou sur tel ou tel point. C'est de se dire, OK, les candidats, on ne s'intéresse pas à leur démarche responsable quand on attribue le marché. Mais par contre, dans le dossier, dans l'exécution, on va chercher à ce que le prestataire, lui, monte en compétence sur tel ou tel point qui peut être potentiellement responsable. J'avais un exemple que nous, on a travaillé avec un client. C'est pour un marché de fourniture de vêtements de travail. C'était d'intégrer un pourcentage de vêtements recyclés d'ici la fin du marché. Parce qu'on a justement, avec le sourcing, on s'est rendu compte que le recyclage des vêtements de travail n'était pas encore vraiment démocratisé. Donc, on ne voulait pas restreindre la concurrence. Par contre, on voulait, on va dire, mettre en avant, vraiment les faire travailler pour que potentiellement, pour les années qui suivent, on puisse développer du coup cette partie-là. Je pense que l'acheteur aussi peut avoir un rôle là-dessus, dans les transformations des pratiques des entreprises. Et inversement aussi. OK, alors là aussi, du coup, on parle beaucoup de l'univers public, puisque c'est le thème de notre webinaire ce matin. Là, franchement, sur ces sujets-là, et notamment, je pense
plan de projet. Faut vraiment, ça, c'est des pratiques qui sont hyper fluides côté des achats privés depuis très longtemps, y compris sur le partage des bénéfices, notamment. Voilà, donc ils abordent le sujet. C'est vrai de pénalité. Une fois encore, c'est pas très vendeur ce sujet de pénalité, mais c'est comme ça, hein, c'est notre histoire. Je crois qu'il y aurait beaucoup à aller s'inspirer des bonnes pratiques dans l'univers des achats privés, parce que ça, sur le coup, autant sur plein de sujets, moi, je vois pas de grande différence, si ce n'est la maturité des organisations et des secteurs dans lesquels vous êtes. Mais sur le coup du management des fournisseurs sur cette dimension, je crois que là, pour le coup, il y a une vraie différence. Mais parce que, comme le disait Jérémy, il n'y a encore pas si longtemps, parler aux fournisseurs avant les fournisseurs, c'était des sujets qui étaient pour certains pas très à l'aise, ce qui est moins vrai dans le privé. Alors, je regarde l'heure parce que du coup, on arrive sur la fin de notre webinaire. Ça va être le moment de commencer à mettre un petit peu les idées en place. Alors, il y a eu beaucoup de thèmes qui ont été évoqués. On a, à travers vos questions, plein de sujets que malheureusement, on n'a pas pu complètement évoquer, mais là, c'est lié aussi un petit peu au format de ces échanges. Puis à la richesse aussi des portes que vous avez ouvertes ou entrouvertes. Moi, j'aimerais vous redonner un petit peu la parole à chacun pour faire peut-être un tour de table, j'allais dire, sur la fin de ce webinaire, peut-être pour retenir, voilà, une fois encore, le thème, c'était quelles actions concrètes ont été mises en place ou voilà, vous avez initié. Voilà, s'il y avait une idée majeure à ressortir de tout ce qu'on s'est dit, qui concrètement a permis de continuer à avancer, apporter de la valeur, faciliter, amener de la performance. Bref, tout ce qui est important dans vos organisations, quelle est l'action concrète que vous retiendriez et que vous pourriez partager. Et donc, du coup, on commence par qui Par qui veut prendre la parole? Voilà, quelle est l'idée force qui retient de la période dans laquelle on est et qui lui a permis soit de poursuivre et d'accélérer, soit de mettre en place, parce qu'à certains endroits, ça a permis d'ouvrir des nouveaux champs. Alors moi, je veux bien commencer, si c'est possible. Possible. Ouais, donc en fait, c'est moi je retravaille un projet de direction, donc c'est vraiment avoir une organisation adaptée, puis dire qui correspond aussi, bon, forcément aux objectifs politiques, hein, quand la feuille de route est tracée, mais c'est d'avoir une équipe disponible aussi, support pour les opérationnels. Enfin voilà, c'est important d'être bien organisé, et puis surtout donner des outils. Enfin voilà, moi je pense que le secret, la clé aussi, c'est les outils, la bonne communication interne. Là, on a notre 3e guide aussi qu'on a actualisé. Donc, on en profite là durant le confinement pour communiquer auprès de tous les opérationnels, pour rappeler les règles, les règles de la préparation, les règles de la procédure, les règles des actes d'exécution. Enfin voilà, ces les trois étapes, elles sont importantes. Donc, je dirais, voilà, vulgariser, bien s'organiser et vulgariser le plus possible, et accompagner en fait ceux qui en ont le plus besoin pour arriver sur une maturité en fait pas à pas. Voilà. Ok, merci Benoît. Mélanie? Oui, alors oui. Donc moi, je dirais que si je devais retenir, on va dire, l'action principale, c'est pas vraiment une action, c'est plus un état d'esprit. Je dirais que c'est oser, en fait. Je pense qu'il faut oser, de manière générale, à s'investir dans ces sujets-là. On a tout à y gagner et rien à y perdre. Donc, du coup, c'est ça. Je pense qu'à un moment donné, il faut décider quel dossier on va choisir, quel achat, et puis avec nos propres moyens, comment on va initier ces démarches, que ce soit d'aller se rapprocher des acteurs internes au niveau du métier, que ce soit d'aller sur un petit peu le pilotage des risques, sur la partie achat responsable. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas hésiter à sauter le pas. Et puis, il y a énormément aussi de support aujourd'hui en ligne. Ça, c'est assez incroyable. Et je pensais notamment au programme phare. Les achats hospitaliers ont fait un bond en termes de maturité qui est juste affolant. Et en plus, ils mettent tout en ligne. Tout est disponible. Vous pouvez tout télécharger sur n'importe quel domaine, que ce soit de la performance, que ce soit sur la partie responsable. On parlait que les achats responsables, c'est peut-être, Jérémy disait que il y avait beaucoup de choses de faites. Alors sur le programme phare, ils en sont encore pour certains sur la phase de déploiement. Donc il reste encore pas mal de choses à faire. Et pour le coup, ils partagent beaucoup, donc ça c'est intéressant.
Et puis, je vais en profiter aussi, nous, une manière ludique, des fois aussi, de voir les choses, ça peut être sympa, parce que à chaque fois, j'oublie de faire les petites pubs qui vont bien. Mais voilà, j'ai monté un jeu de société sur tout ce qui est partie gestion des risques projet, et avec un volet aussi achat responsable. Donc, c'est une manière de voir des situations par le jeu, qui sont des situations de vécu. Donc, ça, pareil, n'hésitez pas au besoin, c'est toujours intéressant, je vous mettrai le petit lien. Parfait, super. Quentin? Alors, juste un mot de synthèse pour dire que la période de crise qui nous oblige à nous réinventer, à nous adapter et à trouver coûte que coûte un moyen de résoudre les difficultés auxquelles on est confronté, c'est l'occasion de mettre en lumière pour les acheteurs leur rôle de lien entre, d'une part, les fournisseurs, d'autre part, les clients internes, et que s'il y a un bienfait à retenir de cette crise et quelque chose sur lequel bâtir le futur, c'est vraiment ce rôle d'accompagnement, de partenariat et de lien d'intermédiation, de communication entre le monde des acheteurs, entre le monde des fournisseurs et le monde des clients internes. Ok, super. Charline, un message pour synthèse pour cette séquence que nous vivons tous. Oui, pour moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et c'est surtout, je pense qu'il faut, en synthèse et en action, c'est plutôt de s'enrichir les uns les autres, que ce soit auprès des fournisseurs, auprès du réseau des acheteurs, en interne, en externe. Je pense que c'est vraiment, au-delà de la dimension responsable, hein, pour tout ce qui a pu être évoqué, c'est vraiment s'enrichir les uns les autres, des expériences des autres, des potentiels échecs pour justement éviter d'en faire. Et pareil, après, une fois qu'on a fait la démarche sur tel ou tel point, de ne pas hésiter justement après à les partager pour que ça aille dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on a testé, on a eu telle difficulté ou ça, c'est une bonne réussite, vraiment qu'on les partage. Je pense que c'est là l'une de nos forces, en tout cas qu'il faut vraiment mettre en œuvre pour la suite. Ok, super. Bon, Jérémy, c'est le mot de la fin. Quelques synthèses, une fois encore, hein, l'objectif c'était d'essayer d'éclairer des situations, des expériences, des maturités, des pistes. On voit qu'on est sur cette matière vivante, permanente, qui nous passionne tous. Qu'est-ce que tu retiens par rapport à un petit peu les différents échanges qu'on a pu avoir ce matin? Alors, j'ai noté beaucoup de choses, encore une fois. Je vais essayer de faire court. Juste on a lancé le dernier sondage, hein, pour vous poser la question de savoir, du coup, suite à la discussion, qu'est-ce que vous allez vraiment mettre en œuvre en termes d'action opérationnelle. Alors moi déjà, je retiens peut-être le terme de Benoît tout à l'heure qui disait la question de diffuser la culture. Je crois que c'est vraiment quelque chose que j'entends de plus en plus. Il y a quelques années, les acheteurs voulaient tout faire, ils voulaient tout voir. Hein, on parlait de la couverture, le taux de couverture des achats. Je pense que c'est une notion qui est obsolète. Le vrai sujet, c'est comment on trouve des relais dans les directions internes. Et Quentin le redisait tout à l'heure aussi, hein, sur le sourcing, il y a un bout de réponse qui est dans nos organisations. Il n'y a pas besoin d'aller à l'extérieur. Il y a juste à créer du lien. Et je pense que c'est pour ça que le sujet du lien, de la proximité avec nos clients internes, il est vraiment fondamental. Deuxième sujet, pour moi, c'est vraiment… Alors, Quentin l'a illustré avec l'exemple Scope Occitanie, mais pour moi, il y a vraiment un gros sujet sur quand est-ce que l'État et les collectivités prendront le lead sur ces portails qui centralisent. C'est infernal pour une petite PME comme on est nous, d'aller sur tous les portails, de se référencer, d'aller chercher les codes CPV, on n'y comprend rien. Et encore, moi, je fais partie de ceux qui savent à peu près le faire, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on n'a pas des points de centralisation de tous les appels d'offres? Typiquement, aujourd'hui, si vous faites un benchmark un peu international, vous avez le Japon, pour prendre cet exemple-là, il y a un portail pour absolument tous les achats des collectivités japonaises, fin de l'histoire. Et du coup, pour moi, je ne sais pas trop si j'y crois au sourcing actif. Je crois qu'il y a encore dans beaucoup d'organisations des équipes qui ne sont pas complètes, des pratiques encore à intégrer, des outils qui ne sont pas là. Par contre, je crois vraiment à la question de comment est-ce que le commercial, comment est-ce que la PME, elle peut entrer en contact avec l'acheteur public, quoi. Et ça, je sais que c'est aujourd'hui encore très difficile. J'aime bien aussi l'idée de communiquer son plan pluriannuel.
C'est pas normal qu'on fasse tout ce travail en interne pour pas le partager en externe. Pour moi, c'est vraiment une des meilleures pratiques pour faciliter la visibilité des PME, des commerciaux, sur c'est quand le bon moment pour appeler Quentin sur son sujet de formation aux achats responsables. Avant-dernier point, moi je pense que c'est la question du temps en fait. C'est qu'on n'a rien fait pendant longtemps et puis d'un seul coup on bouge le curseur complètement de l'autre côté. Donc on n'a pas fait de RSE pendant 20 ans, on ne s'est pas formé, on ne s'est pas tenu au courant, puis d'un seul coup on met le curseur à fond. Je trouve que c'est dommage. En tout cas, j'aime bien l'idée de Charline de dire on prend acte, on prend un petit pas et puis on en reparle dans 1 an et demi parce que toi, mon fournisseur, tu auras 1 an et demi pour mieux me comprendre, voir comment je fonctionne. Et du coup, tu seras encore plus pertinent pour me faire des propositions. Je trouve que cette notion de plan de progrès, elle est vraiment vitale. Et puis peut-être ce qu'il faut expliquer aussi au fournisseur, c'est que s'il investit dans ce plan de progrès, il va techniquement se placer comme un potentiel encore plus crédible pour la remise en concurrence. Le chemin qu'on va faire ensemble, il va nous bénéficier, moi en tant que structure publique certes, mais aussi à toi, mon fournisseur, parce que tu vas pouvoir valoriser cette expérience-là. Et puis du coup, pour moi, le dernier point que j'ai noté, c'est que s'il y a bien un moment où on a pu identifier à quel point les achats, c'est collectif, c'est bien là. C'est-à-dire que seul, on n'y arrive pas. Les directions opérationnelles seules, elles n'y arrivent pas. Les directions générales seules, elles n'y arrivent pas non plus. Donc du coup, en tout cas, je retiens le terme collectif parce que du coup, on voit que ce soit pour identifier les risques, que ce soit pour mener des opérations de sourcing avec de la valeur ajoutée, que ce soit pour intégrer les variables RSE, c'est pas simple, mais du coup, par quoi on commence? C'est pas à l'acheteur de répondre, c'est pas au juriste de répondre, c'est pas à l'élu, c'est à tout le monde. Tout le monde doit participer à cette réflexion. Voilà, donc moi, je retiendrai la question du collectif. S'il y avait besoin encore de le trouver, je pense que cette période-là nous l'a rappelé de manière alors brutale, mais nous l'a redit de manière assez claire. Ça te va, Fabrice? Super, vraiment, vous avez été extra. En plus, on a fait un grand match de foot. Là, on est dans le temps additionnel, donc on va bientôt rejoindre les vestiaires. Je vous remercie toutes, Mélanie, Charline, Benoît et Quentin d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice. On sait que vous avez tous plein de choses à faire, mais je crois que c'est aussi important que vous partagiez on va dire vos expériences, vos croyances, ce qui marche, des fois ce qui marche moins bien. C'est aussi, on s'enrichit tous de ça. Donc vraiment un grand merci à vous quatre. Merci à Jérémy du coup pour avoir été au bout de cette aventure. Donc, merci pour tout ce que tu as préparé. Moi, j'ai juste pris des notes, moi. C'est bien. Continue. On s'appelle tout à l'heure. Et puis, merci à ceux qui nous ont écoutés. Une fois encore, on va diffuser le replay. Juste avant de vous quitter, j'ai 2 messages. Nos prochains événements, il y en a 3 qui arrivent. Le premier, c'est le 11 février. C'est un webinaire qui va être dédié plus particulièrement aux entreprises et organisations qui sont basées au Maroc, sur les nouvelles pratiques achats au Maroc avec des témoignages très intéressants de patrons achats marocains. Donc voilà, 11 février, si vous n'êtes pas encore inscrit, il y a de la place, comme on dit. Et puis le 11 mars et le 18 mars, on lance les masterclass achats de Crop & Co 2020. On en avait fait quelques-unes en fin d'année, on renouvelle l'expérience. Donc c'est des formations sur des formats courts, très opérationnels, dans une dynamique très interactive avec ça fonctionne plutôt bien. Et on va travailler sur 2 thèmes. Le premier, c'est les achats de travaux. Donc, si vous êtes concerné sur le thème, vraiment, je vous encourage à assister à cette formation. La dernière fois, il y avait plus de 40 personnes qui étaient inscrites. Et puis le 18 mars, on en a une deuxième. Pour le coup, on est dans le sujet, le code de la commande publique, la boîte à outils pour l'acheteur. Et là, du coup, aussi, en 3 heures, on vous fait un panorama très resserré des outils et de la boîte à outils qui concerne ce code de la commande publique. Donc, 11 mars, 18 mars, 2 masterclass achats. Et puis, du coup, on est en préparation d'un certain nombre. On communiquera prochainement sur les réseaux, sur les prochains sujets. Un grand merci à tous. Si j'ai une petite minute, Fabrice, j'ai le droit ou pas? Oui, dépêche-toi. Alors, juste un tout petit clin d'œil à Quentin, Benoît, puis je pense aussi à Johan qui est dans le document du Tour de France. C'est l'axe Montauban-Cahors Blagnac. Du coup, c'est chouette parce que je les ai mis en relation et puis c'est aussi ça ce qu'on aime chez Crop & Co, c'est
faire partager les expériences, mettre en contact les acheteurs et les décideurs. Donc ça, je trouve que c'est vraiment chouette. En tout cas, je voulais vous faire un clin d'œil à tous les deux particulièrement, et je pense aussi à Johan. Mélanie, c'est vraiment un super sujet, la gestion des risques, et j'ai trouvé que voilà, c'est vraiment un sujet d'avenir. Hein. Les anglo-saxons parlent de contract manager, et du coup, je pense qu'on va y venir aussi, nous. En tout cas, oui, on y vient. On le voit, et d'ailleurs, ça commence à aller sur les marchés publics. Je suis ravie parce que c'est un super sujet, et on le voit qui naît de plus en plus. Et d'ailleurs, à l'époque, on avait discuté, on disait que c'était un peu trop tôt pour l'appeler contract management et pour en parler. Et c'est vrai que ça commence à bien venir, et c'est intéressant. Ouais. Bon, pour faire plaisir à Benoît et Éloi Toubon, on va parler de manager de contrat, hein, plutôt pilote de contrat. Pilote de contrat, peut-être plutôt que manager. C'est mon côté québécois, ça. C'est ça. Et puis, je voulais faire aussi un clin d'œil à Charline, parce qu'effectivement, on est. Alors, donc, c'était Pascal Touari, hein, qui est le directeur de la commande publique de Villeurbanne, qui devait intervenir ce matin. Il n'a pas pu être avec nous, et du coup, Charline a assuré au dernier moment le remplacement. Du coup, hein, Fabrice, on reste dans le foot. Le poste, alors pas poste pour le coup, mais du coup, avec Charline, on va copiloter une mission pour donc la ville de Lyon, qui va mettre à jour son SPASER, hein, donc son schéma de promotion des achats responsables. La ville de Lyon, elle est regardée, hein, sur ce sujet-là, puisqu'elle a dès 2016 pris des initiatives fortes sur le sujet RSE. Donc du coup, n'hésitez pas, Fabrice, on n'a pas donné trop nos coordonnées, mais c'est pas grave, hein, c'est contact@cropenco.com. Ils sont malheureusement, ils sont dans nos bases. Ils peuvent se désinscrire de nos bases à tout moment. Cliquez sur terminer l'événement. Vous aurez tous un petit message dans lequel je vous encouragerai à nous dire en 2 minutes, j'ai regardé hier soir maximum, ce que vous avez pensé de cet événement. Comme ça nous aide aussi à nous améliorer. Puis bien sûr, si vous avez besoin de revenir vers nous, avec grand plaisir, on mettra aussi peut-être les coordonnées. En tous les cas, vous les retrouverez sur LinkedIn des participants au webinaire de ce matin. Encore une fois, un grand merci à tous. Et puis écoutez, continuez à profiter des derniers moments où on peut sortir à peu près librement. Voilà, on croise les doigts. Bonne fin de journée à vous. Merci à tout le monde. Merci. Merci à tous. Au revoir, l'organisation. Merci.